Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien. Comme toujours, je commence par vous remercier. Merci à tous ceux qui prennent le temps de noter et commenter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je ne peux remercier tout le monde un par un, mais sachez que je lis chacun de vos messages et commentaires et qu'ils représentent beaucoup pour moi. Aussi, je peux parfois mettre un peu de temps à vous répondre, mais au final, je réponds toujours. Et maintenant, place à l'épisode 65. Cette semaine, je suis heureux de recevoir Alexis, un amateur de montres de 28 ans qui nous raconte son chemin pour arriver à une collection qui aujourd'hui le satisfait pleinement. Mais vous savez ce qu'on dit, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et j'aime à croire que j'ai ouvert quelques nouvelles portes pendant l'épisode. Dans un super échange tout en simplicité, ce dernier nous raconte sa passion, ses débuts, ses erreurs, ses coups de cœur et ses choix, toujours assumés. Il représente bien le mouvement qui se dessine de plus en plus distinctement dans le monde horloger. À savoir une volonté clairement affichée de s'affranchir des codes et des schémas qui furent imposés pendant trop longtemps par une certaine doxa. Alexis porte ce qu'il aime par les prismes de l'histoire et de l'esthétique et non celui de l'image. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors venez nous rejoindre et profitez d'un excellent moment entre amis. On n'attendait plus que vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un épisode au format que vous avez été très nombreux à me demander. Je peux même dire que c'est l'un de vos types d'épisodes préférés. Bien sûr, vous aimez les histoires de marques, les interviews d'experts, de CEO, de distributeurs, de créateurs. Mais force est de constater que votre péché mignon, c'est bien l'échange avec un passionné. L'histoire d'un amateur qui nous raconte comment est né son amour pour les montres et comment il est devenu irrécupérable. Parce que je crois que tu es devenu carrément irrécupérable apparemment. C'est presque ça. Alexis, bienvenue chez les fous. Merci beaucoup. Super heureux de te recevoir. Et pour certains d'entre vous, je vous préviens tout de suite, vous allez me détester un peu plus encore, car vous allez encore découvrir de nouvelles pièces et encore élargir vos recherches parce que tu nous as amené des petites choses qui vont en énerver plus d'un. Mais avant qu'on rentre dans le dur, on va commencer par la désormais sempiternelle et traditionnelle présentation. Alexis, c'est à toi. Eh bien, moi, c'est Alexis, 28 ans. Je suis originaire de Haute-Savoie et je travaille à Paris depuis quelques années. Et donc, je suis passionné de basket avant tout et modeste collectionneur de montres. Et effectivement... je pense que je suis irrécupérable. Je pense que tu es irrécupérable. Il m'a appelé, on s'est appelé l'autre jour, il y a quoi, une semaine, je ne sais plus combien de temps. À peu près. On était censé s'appeler pour discuter des détails. Et je ne sais pas combien de temps on est resté, mais un certain temps déjà. Quasiment 1h30, je crois. Ouais. Et encore, je pense qu'on s'est fait rattraper par l'horaire parce que sinon on était parti. Ouais. J'ai dû couper, mais sinon, c'est encore un petit moment. On va parler de tout ça, on va parler du chemin, comment c'est arrivé, comment ça a commencé. Et justement, toi, comment ça a démarré tout ça chez toi ? Alors, les montres, c'est pas quelque chose qui a commencé très tôt chez moi. On va dire que jusqu'à mes 18 ans, il y avait que le basket. Voilà. Ouais. Toutes mes journées étaient rythmées par le basket, le sport, le basket. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire que je mettais pas grand-chose au poignet, parce que c'était un peu gênant, parce qu'avec les entraînements, tout ça, toujours obligé de l'enlever, tout ça. Donc, j'ai quand même demandé à mes parents quelques photos, des choses qui pouvaient un peu... Et effectivement, j'ai reçu... Dans les photos que ma mère m'a envoyées, il y avait pas mal de photos où j'avais toujours quelque chose au poignet. Une montre un peu grosse, une flic-flac. Voilà, vraiment toujours quelque chose au poignet, que ce soit des bracelets un peu moches ou des montres. Et ça, en primaire. Et donc, je pense que c'était totalement inconscient. Donc,
voilà, j'avais ça, j'avais toujours quelque chose au poignet. Et au basket, je jouais toujours avec des bracelets. Il faut savoir que les arbitres, dès que tu avais une gourmette ou quelque chose qui était un peu en fer ou tout ça, ils te l'enlevaient, ils te demandaient de l'enlever. Par contre, il y avait un truc en caoutchouc qui existait, qui était sorti, qui était un peu à la mode à un moment, et je mettais tout le temps ça. Je sais pas pourquoi, j'aimais toujours avoir un petit truc au poignet, mais ça avait rien à voir avec l'horlogerie. D'accord. À ce moment-là, donc jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, est arrivée la fac. On va dire qu'il y a eu un point de bascule. Donc moi, tout seul, je m'étais déjà acheté 2 montres dont on reparlera plus tard. On ne s'étendra pas trop sur le sujet. C'est la minute humoristique. Voilà, c'est ça. On évitera d'en parler trop longtemps, mais il y a un début d'histoire à tout. Donc le point de bascule, ça a été pour moi la rencontre avec une personne à la fac, dont on a un petit peu parlé. Quand je suis arrivé, je me suis fait 2 potes qui avaient 2 centres d'intérêt totalement différents. Donc l'un, c'était l'investissement et la bourse. C'était plutôt cohérent, on était en licence d'économie, donc on va dire qu'il était dans les cordes. Et l'autre, c'était les montres. Et donc pour moi, j'ai eu Loris, pour ne pas le citer, il regardait toute la journée des montres, il faisait défiler des calibres. Et puis il y a plein de noms qui revenaient, Lip, Yema, Longines, et moi j'y comprenais pas grand-chose, mais les noms sont assez faciles à retenir. Lip, Yema, c'est assez court. À force de les entendre, de les voir, t'en pouvais plus, quoi. Exactement. C'est devenu une musique quelque part. Exactement. Et il en portait au poignet. Donc ça a commencé à résonner de façon positive, parce que ce qui m'était au poignet, même si j'y connaissais rien du tout. Tu trouvais ça cool, joli ? Justement, je trouvais ça magnifique, parce que c'était des petits calibres, donc je savais même pas la différence entre gros, diamètre, petit diamètre, etc. Juste lui, quand il le portait, chaque fois il échangeait, et ben ça me parlait. Je me disais, ça c'est beau. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, avec cette rencontre. Et donc voilà, en amphi, je regardais avec lui, il me montrait, et puis ça défilait. Et donc un jour, donc on va dire que c'est le point de bascule, je dirais pas que c'est ma première erreur, mais c'est mon entrée, on va dire, dans l'apprentissage de l'horlogerie. J'ai acheté ma première montre, vraiment, où j'ai pensé que j'avais acheté une bonne montre. En tout cas. Mais c'est bien, t'as commencé par quelque chose. N'aie pas honte. Donc on va en parler. Donc en fait, comme il parlait beaucoup de Lip, et il en portait beaucoup, pour moi, Lip, je me suis dit, en fait, si je veux rentrer dans le game, si j'ai une Lip, c'est bon, quoi. Sauf qu'il y a plein de Lip différentes, attention. Exactement. C'est jonché de pièges. C'est ça. Donc Lip a une incroyable histoire dans l'horlogerie française. Sauf que cette histoire, elle n'est pas la même dans les années 2015, etc. Et les modèles surtout. Donc moi, je suis allé sur le catalogue Lip actuel, quoi, au moment où j'ai voulu l'acheter. Donc je me suis quand même un peu renseigné sur l'histoire, un petit peu de chaque montre, et celle qui me parlait le plus, c'était l'Himalaya. Donc il y a eu énormément de rééditions de l'Himalaya. Il y a eu à boire et à manger. Exactement. Mais j'étais pas du tout au courant du diamètre de l'Himalaya à l'époque, de ce qu'il y avait à l'intérieur de la montre. Le mécanisme, on en parlera sûrement après. Et donc j'ai acheté une Lip Himalaya en 40 mm de diamètre et à quartz. Je savais pas. Fallait bien commencer par quelque chose. Et il y a pire quand même, franchement. Ça va. J'ai pas parlé des 2 autres avant, on en parlera plus tard. Mais c'est pour ça, il y a pire parce qu'en fait, je prépare les gens. Ouais, c'est ça, exactement. Qui s'accrochent bien. Donc ça a été le moment où je me ramène avec ma Lip et je me dis, waouh. Mais toi, tu l'as trouvé jolie ou en fait, t'as acheté un nom en disant, je vais rentrer dans le game, comme tu dis, et tout ça, ou réellement ça te plaisait ? Je pense que... Ou est-ce que tu pensais que ça te plaisait ? Je pense, exactement. Je pense que tu as bien cerné le truc. Je sais pas si toi, tu as des exemples comme ça où tu pensais que ça te plaisait. Je plaisante là-dessus, mais honnêtement, on a tous acheté des trucs. On a tous commencé par des trucs où si maintenant, on pourrait même pas les porter 5 minutes, quoi. On se rend compte que rien ne va, mais ton œil était pas fait quelque part. Le diamètre, ça te pète aux yeux quand tu vois des gros diamètres. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont pour toi des red flags. Mais à l'époque, non. Donc, c'est bien. C'était le début du chemin. Voilà. Exactement. Et je pense que... comme dans la vie, il peut commencer par des erreurs, des petits échecs. Et je pense qu'on apprend. Il y a donc le jour où j'ai découvert qu'il y avait une différence entre une montre mécanique et une montre à quartz. Il m'a fallu 3 jours pour m'en débarrasser de celle-ci, peu importe le prix. Le premier qui la prenait, je lui offrais. Je le payais pour qu'il la prenne. Exactement. Donc voilà, ça a été le point de bascule. C'était cette rencontre avec quelqu'un avec qui aujourd'hui je discute 99,9% du temps de montre. Et j'apprends beaucoup de choses aussi grâce à lui, quoi. D'accord. Il est resté déter, il est resté dans son truc. Alors, on parle vraiment que de montres et de ce que je vois, c'est toujours sur vintage. Voilà, un vrai passionné, quoi. Quelqu'un qui reste vraiment sur de la montre ancienne.
Et non, je crois que ça n'a pas bougé. Intéressant. Sans les montres, tu penses que tu le verras encore? Ou la question qui fâche? Alors, mec fait de la psycho, c'est une bonne question. Non, mais on se voit pas. En fait, on se voit pas forcément. D'accord. Enfin, on s'est pas revu depuis super longtemps. Mais quand on échange montre. Bon, on va dire que bien sûr qu'on a d'autres centres d'intérêt en commun. C'est vrai que c'est le point de friction, le truc par lequel vous parlez le plus, quoi. Exactement. Donc première montre, comment ça se passe? Donc tu vends cette lip. Tu te rends compte que c'est pas ce qu'il te faut, mais est-ce que tu connais la prochaine? Est-ce que tu sais ce que tu veux prendre ou c'est encore flou à ce moment-là? C'est encore très flou. Et en fait, j'ai l'impression que je continue d'aller sur des choses que j'approfondis pas assez. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas. Tu sens que t'es un peu vert encore, quoi. Exactement. J'ai pas beaucoup de montres et pour autant, je creuse pas forcément. Donc c'était il y a 7-8 ans. Ouais. Et t'as quel âge maintenant? J'ai 28 ans. D'accord. Voilà. Donc c'était vraiment troisième année de fac en licence. Et donc c'est resté un peu, pendant longtemps, je dirais, très en surface, quoi. J'ai quelques marques en tête. Ce qui te plaisait un peu à l'instinct, quoi. Exactement. Ouais. Et tu te rends compte après si t'as fait une connerie ou pas. Exactement, voilà, c'est ça. J'étais plutôt à foncer tête baissée. Et puis finalement, j'ai fait quelques achats dont je me souviens même pas parce qu'elles sont même pas restées très longtemps finalement. Et donc au fur et à mesure, ça s'est construit. J'ai eu, on va dire, ma première mécanique avec une Hamilton Khaki Field. Ouais. Et là, je pense que ça a été le moment où j'ai capté. Celle-là, celle qui est là? Exactement, c'est celle-ci. D'accord, on va en parler. Ouais. Que j'ai eu il y a 3 C'est une super montre, la Khaki Field. J'aime beaucoup cette montre. Franchement, j'en ai eu et c'est vraiment une très très bonne montre. Rapport prix incroyable. C'est ça, avec un bon mouvement état à l'intérieur. Ouais, c'est un tracteur, ça va tout seul. Exactement. Donc tu continues, tu te renseignes un peu ou tu restes en surface comme ça, ou tu dis à un moment, bon, on arrête les conneries et... Eh ben, je pense que c'est l'achat de cette Hamilton qui a fait que je me suis renseigné parce que Hamilton en boutique. Oui, mais c'est quand même encore grand public, donc exactement. Si tu veux. Et il donne quand même un bouquin. Ouais. Il y a le bouquin quand ils te vendent la montre, etc. Donc pour moi, c'était déjà un bon petit achat. Livre en plus pour le prix. Voilà, exactement, c'est pas mal, ils sont généreux. Et donc je me renseigne. Donc en fait, quand j'ai craqué pour cette montre, donc là je l'ai mise sur. Elle a été vendue avec un bracelet NATO. Elle était avec un NATO, ouais. Exact, et j'ai voulu leur rendre un petit peu plus dress avec ce petit cuir. Ouais. Mais le livre, en fait, raconte l'histoire d'Hamilton, donc d'où c'est parti aux États-Unis, Lancaster, l'armée, etc. Et donc là, je me dis, ah oui, d'accord, en fait, c'est ça une marque de montre. Et c'est là où il faut regarder. Quand on achète une montre, qu'est-ce qu'on achète finalement? Il y a un objet qui donne l'heure, mais de façon peut-être moins précise que notre téléphone dans la plupart des cas. Avec infiniment plus de poésie, si on peut dire. Exactement. D'accord. Et donc, j'ai commencé à regarder l'histoire. Et à ce moment-là, je pouvais un peu plus me le permettre. 3 jours après, j'ai fait un achat un peu compulsif. Et ça, on en reparlera peut-être dans la façon dont la collection a évolué. Mais je suis parti sur une Tissot Le Locle en 39. Donc très bien, c'est pas 4 ans heures de marche, très fiable, joli, en PVD or. Enfin voilà, c'était assez joli, quoi. Et en fait, je l'ai acheté un peu trop rapidement. En 39. Pour une montre que je voulais dress, je trouvais que ça faisait trop. Ouais, ouverture de cadran trop importante, ça va pas. Exactement. Malgré le fait que le cadran. Et tu commençais à voir ça ou pas? Tu commençais à te rendre compte un peu? Ça a commencé à faire tilt un peu chez toi? Exact. Complètement en comparaison avec la Hamilton, que je trouvais vraiment sur mon poignet, je me disais, c'est beau ça, c'est du 38, ça me va bien. Bon, c'est une montre un peu fine. Déjà, t'as pas pris la 42, c'est bien. Ouais, exactement. Ouais. Et là, j'ai vu qu'en plus, ils ont sorti l'expédition en 37, là, ça me titille en automatique. Là, mais déjà, c'est bien, t'as pris la 38 déjà, parce que t'as plein de débutants qui auraient pris la 42 direct, en fait. Exact. Et je pense que j'ai été bien conseillé. Alors, les petits diamètres, on en parlera sûrement après, mais en tout cas, la personne qui me l'a vendu, elle m'a tout de suite orienté sur la 38. Ouais. Donc, je pense que à partir de ce moment-là, j'étais tout de suite en regardant, machin, je me suis dit, c'est tellement plus équilibré en 38 en plus. Ouais, puis elle est très fine en plus. Ouais, donc, elle est très fine, cette montre. Ça, c'est vraiment génial sur cette montre. Ouais, elle est très très cool pour ça. D'accord, donc tu continues, donc bien, là, ça commence à être sérieux. Ouais, je commence à me dire, j'aime les montres. Et ça te fait un déclic vraiment? Ouais. Quand tu lis ce bouquin? Ouais, parce qu'en fait, alors moi je suis pas un passionné d'histoire, j'aime entendre des histoires, tout ça, mais je suis pas passionné d'histoire. Mais en fait, le fait de lire l'histoire d'Hamilton, je me suis dit, waouh, même si c'est une version revisitée de la qualité. Ouais, c'est ça, même si c'est une version revisitée, actuelle, etc., ça m'a parlé. Je me suis dit que en fait, j'allais m'intéresser un peu plus aux marques. Ouais.
Mais en fait, j'ai fait cette erreur quelques jours après, de façon compulsive. Et ça, j'ai regretté très vite. C'est sur la Tissot Le Loc, qui n'est pas une mauvaise montre, du tout. Je dis pas ça, c'est juste qu'elle ne me convenait pas. Je l'ai achetée trop vite. Et je l'ai revendue avec une décote 1 an plus tard, quoi, à quelqu'un qui avait déculotté justement. Ouais, c'est ça. Ça décote très vite en plus, comme elles sont. En plus, la version or, enfin plaqué or, PVD or, oui, là, t'as dû te prendre une. Oui. J'avais pas beaucoup d'arguments dans la revente. On va dire que de toute façon, je voulais. C'était au moment où j'étais en train de bifurquer vers d'autres choses. Donc, tu voulais plus te débarrasser des choses qu'autre chose, d'accord. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc là, c'est quoi T'as un tipping point, à ce moment-là, tu commences à te renseigner sur Internet, tu commences à aller vers les marques, tu as des marques qui ressortent un petit peu. Qu'est-ce qui sort comme autre marque, justement, pour toi? Alors, donc, à ce moment-là, j'étais... on va dire que je pouvais plus me permettre d'aller sur des montres à des prix un peu plus élevés que la Tissot ou la Hamilton. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. J'étais dans un milieu où, autour de moi, il y avait de la belle montre. Et donc, j'ai commencé un peu à questionner, à voir de l'Omega, à voir de la Rolex, etc. Et Rolex, forcément, même pour quelqu'un qui connaît rien aux montres ou rien à ce milieu-là, ça résonne. Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé à regarder Rolex. C'est très simple, déjà, de voir un peu en surface ce qu'ils ont fait, l'histoire juste de Rolex, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, est-ce qu'ils ont été les premiers quelque part, oui, non. Et là, tu as halluciné. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont fait trop de trucs. Donc, je comprends en fait le respect et le fait que ce soit aussi respecté dans l'industrie. Et d'un autre côté, il y a le mauvais côté, c'est comment ça résonne à l'extérieur. Il y a les deux faces de la pièce, quand même. Hein. Exactement. Et donc, le deuxième côté, c'était peut-être celui qui m'a fait hésiter pendant un temps. Mais en tout cas, c'est arrivé un moment où je voulais marquer le coup, où je pense que je suis pas le premier avoir voulu marquer le coup avec une Rolex. Voilà. Et donc, j'hésitais beaucoup avec la Datejust, lunettes cannelées, bracelet jubilé, classique. Pas sur du vintage, plutôt sur des récentes, mais bon, elles sont pas du tout disponibles, tout ça. Donc, j'ai commencé à regarder de la 16-014 quand même, c'est pas du tout pareil. Hein. Exactement. Et donc, je me suis dit, quitte à prendre Rolex, je viens pas d'un milieu où moi on s'intéresse à l'horlogerie et j'étais pas très à l'aise avec l'idée de me dire j'ai Rolex plus un truc très flashy, un peu. Ça fait presque deux cases bling, quoi. Exactement, même si c'est une magnifique montre et que je l'adorais. Pour ça que je me suis plus orienté vers l'OP36. Donc avec un bracelet Oyster que je trouve moins tape à l'œil, on va dire. C'est fou, voilà. Donc OP36, bracelet full brossé. Ouais, non, elle est très belle. Ouais. Pour moi, c'est encore du Rolex contemporain discret, portable, sans problème, quoi, si tu veux. Ouais. T'as peu de surface brillante, t'as les cornes brossées encore, t'as la lunette qui est... C'est pas une lunette cannelée, c'est une lunette lisse. Bon, elle est brillante, mais ça va, franchement. Ce que j'aime bien, c'est que tu as les index d'une Explo. Exactement. Ça, c'est ce que j'ai aimé parce que justement, j'avais quelqu'un qui avait une Explo et qui me parlait de ces index qui sont pas ceux. J'ai une préférence pour ceux-ci plutôt que les bâtons classiques. Les bâtons qui sortent sur les récentes. C'est la bonne équation. J'aime bien cette boucle en plus qui est très simple sur celle-là. Tu as même la boucle déployante qui est en acier brossé aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment super discret, petite couronne et tout. Enfin voilà, ça se porte très facilement, quoi. Complètement. C'est du Rolex casual chic qui se porte avec tout. Ça, tu peux porter ça avec un polo, avec un t-shirt, avec une chemise, tout va bien, quoi. C'est facile. Exact. Donc t'es rentré là-dedans direct. Ouais. T'étais un peu énervé quand même. Ouais. On va dire que c'était. C'est pas que j'y suis allé un peu vite, mais on va dire que ma culture n'était pas vraiment assez faite. C'est que t'étais quand même vert encore. Mais attends, je sais pas si tu me l'as dit avant, mais tu l'as acheté par quel biais là, celle-là? Site de revente. D'accord. Chrono 24. D'accord. Voilà. Pour avoir le côté. Donc c'est la référence 116 000. Ouais. Et c'est année 2010 environ. T'as dû quand même respirer un grand coup avant de payer sur Chrono 24 la première fois, parce que c'est pas des montants auxquels tu étais habitué quand même. Exactement, complètement. Et surtout j'hésitais avec la 39. Ouais. Qu'est-ce que j'ai bien fait pour la... non, en fait, j'étais... Donc, c'était... En fait, pour moi, je regardais autour de moi, etc. Je mesurais mon poignet, et ça rend un peu fou. J'en avais essayé une, déjà, mais je l'avais essayé en 39. Et ça m'avait pas forcément paru très gros. Ouais. C'était une Explorer. Ouais. Elle est belle, pourtant, l'Explorer en 39. Très belle. Un cadre en or. J'ai eu les deux, j'ai eu la 36 à 39. La 39 est quand même très équilibrée, elle est très... Ouais. Elle est vraiment belle, quand même. Je suis d'accord.
Beaucoup ont raillé cette montre, etc. Et pourtant, moi, je suis toujours en train de plébisciter les petits diamètres, mais je trouve qu'elle est quand même très belle, la 39. Elle est très équilibrée. Ils ont vraiment fait un beau travail quand même. Je suis d'accord. Puis 39, ça reste raisonnable. C'est pas une Datejust en 41. Oui, ça lui va bien. Ouais. Donc j'ai bien fait. Franchement, je l'adore. Elle est fiable en termes de précision. C'est presque ce qu'il y a de mieux là, ici en tout cas. Non, c'est très propre parce que en fait elles sont Cosquet, mais Rolex appose encore pour le superlative. Oui, c'est super Cosquet si on pourrait dire en d'autres termes. Enfin, c'est vraiment un réglage très particulier sur ces montres là. Okay. Donc donc c'est marrant que tu sois rentré par ça. C'est drôle quand même que t'es directement. T'as pas eu le moment de culpabilité quand même au départ quand t'as acheté cette montre? Si, ouais. Enfin, c'est pas forcément culpabilité. C'est une très bonne question. En fait, j'étais super fier. Il y avait un vrai côté symbolique, et donc forcément, j'étais un peu euphorique, quoi. Et d'un autre côté, je me suis dit, mince, comment ça se porte, quand ça se porte, etc. Je me suis posé beaucoup ces questions-là. Et effectivement, j'ai peut-être sauté quelques étapes parce que, encore une fois, ma culture montre à ce moment-là. Elle était, je pense, bien en dessous de maintenant, même si maintenant je Mais tu regrettes pas ton achat quand même? Pas du tout. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a bientôt 3 ans. D'accord. Ouais. C'était... Non, c'est vraiment pas un achat que je regrette parce qu'elle a pas ce côté justement trop tape à l'œil. Elle est fiable. Je la sens pas au poignet. Enfin, franchement, elle est super agréable. Des fois, je l'oublie, quoi. Enfin, elle est hyper agréable à porter. Elle a de l'étanchéité, même si voilà. À la plage, moi, je fais que casser les vagues. C'est quand même important, mais je la porte pas à la plage. Par contre, j'évite ce genre de truc. Mais non, aucun regret là-dessus. Franchement, quand je vois la couleur du cadran, je suis content du bleu. Ça aurait pu être noir aussi, mais elle est très discrète malgré tout. C'est vraiment, enfin, celui qui connaît pas très bien Rolex, va peut-être même pas faire attention. Enfin bon, c'est vraiment extrêmement discret, clairement. Je suis d'accord. Donc ça, elle est là. Voilà. Jusqu'à quand on sait pas. Je sais pas. A priori. Ouais, je t'avoue que ça a pas mal changé là-dessus. Je suis moins catégorique, on va dire. Ça, c'est bien. Ça, c'est une belle avancée. Ouais, je pense. En fait, quand tu démarres dans les collections en général, montres ou autres d'ailleurs, je pense, mais surtout dans les montres, qui est vraiment un objet très, très intime finalement, c'est que tu as toujours le sentiment que celle-là, c'est vraiment là. Et tu projettes tellement de choses sur la montre que tu vas acheter que tu as l'impression qu'elle va te suivre avec ce morceau de métal, d'or ou ce que tu veux, va te suivre, va vivre les trucs avec toi. Et en fait, il y a un moment où tous les sentiments que tu avais à l'intérieur parfois se ressortent de l'objet et au final tu peux la vendre, etc. Et moi je sais que quand je vends une montre, il y a un moment où je prends vraiment la décision, il y a un point de non-retour justement, et vraiment le moment où pour moi elle est plus à moi, c'est quand je remets les maillons d'origine, tu vois. C'est vraiment plus du tout personnalisé à ton poignet. Ouais, ça y est, là je dévisse les maillons, je remets, parce que quand je la vends en général je remets vraiment avec tous ces maillons comme si elle était, tu vois. Et donc là elle est vraiment souvent elle a un petit brossage en plus, donc elle perd les stigmates des souvenirs. C'est un peu comme si tu faisais un erase, quoi. C'est le flashouilleur, tu vois, comme dans Men in Black. Petit coup de flashouilleur. Donc on met un petit coup de polissage, flash polissage justement pour reprendre le terme. Et puis je remets les maillons, tu la mets dans son coffret. Et après, elle est plus à moi en fait déjà cette montre en fait. Et finalement, je trouve que on se fait des montres de tout ça, mais c'est vraiment le plaisir que tu avais à l'époque. Par contre, ce que j'aime bien, et je suis assez d'accord avec Jean-Christophe Guyon qui en parlait récemment, c'est qu'à partir du moment où j'ai des photos avec la montre, pour moi, elle m'appartient quelque part toujours, tu vois. Ça te le fait, ça, ou pas? C'est un très bon point. Ouais, je suis totalement d'accord. Par contre, on les prend tous en photo pour nous, pour les garder, pour voir un peu ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Et je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'au final, tu te dis, ouais, j'ai vécu ça avec la montre, sauf que moi, il m'est arrivé de me surprendre encore à regarder sur l'iPhone et de dire, ah, c'est vrai, je l'avais pour cette occasion, je me rappelais plus que j'avais cette montre-là. Donc au final, tu vois, c'est assez, c'est pas grand-chose finalement. Et ce qui compte vraiment, c'est, moi, j'aime bien avoir ces photos par contre. T'étais à tel moment, avec tels amis, à telle soirée, à tel événement, à l'étranger, etc., etc. Puis te souvenir aussi, j'imagine, quand tu l'as acheté. Ouais, mais ça reste un bon souvenir en fait. Exactement. C'est toujours un peu d'euphorie, tu l'as. Pressé de la porter, avec quoi tu vas la porter, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Les photos, de toute façon, ça marque. Les photos, elle nous a appartenu à un moment donné et elle sera à quelqu'un d'autre, elle fera plaisir à quelqu'un d'autre. Si c'était à l'époque où on ne faisait pas de photos, parce qu'on fait des photos de nos montres, mais à l'époque, avant les smartphones, on faisait pas des photos de nos montres. Ça devait être plus dur de s'en séparer, peut-être. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, si tu veux, là, oui. Mais aujourd'hui, franchement, c'est cool d'avoir ça, quoi, finalement. Donc, t'es passé après à quoi, alors? Donc, après, 1 an sans rien.
ce qui est pas mal quand même. Un an pour se refaire surtout. Ouais. C'était une année à profiter. Voilà, la petite collection qui commençait. La lune de miel avec la Rolex. Exactement. 116 000. Exactement. On s'est aimé pendant un an. Et non, il y a vraiment cette année-là où, là par contre, j'étais entouré de gens qui connaissaient les montres, vraiment. Mais du coup, sur des marques plus prestigieuses, tout ça, qui n'étaient pas forcément dans mes cordes. Patek, Audemars, tout ça, c'était pas... Mais d'un côté, j'ai appris plein de trucs grâce à ça. Et c'est là où la culture de la montre, de l'horlogerie, elle a commencé à encore plus s'accélérer. J'avais ça, c'était assez rapide dans la collection. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à regarder d'autres trucs, regarder d'autres histoires, m'intéresser à d'autres marques. Et donc, un an plus tard, en début d'année, je voulais une Seiko. Ouais, ça c'est cool. Et je pense que celle-ci, c'est peut-être celle que je raconte. C'est une King Seiko. C'est une King Seiko. On va bien distinguer parce que c'est très important. Quand je parlais, les amis, des petites choses parce que après il y en a d'autres, on les connaît un petit peu plus. La King Seiko quand même. Petite histoire. C'est une histoire incroyable. On va en parler. Celle-ci est dingue. Et alors rapport qualité-prix, c'est compliqué de faire mieux. Accrochez-vous. Je te laisse parler. Je suis tout à fait d'accord parce que Seiko, j'avais entendu que du bon. J'avais lu que du bon. J'avais appris aussi avant que c'est eux qui avaient pas mal bouleversé l'industrie dans les années 70. Un petit peu. Donc j'avais beaucoup de... J'étais tenté par cette marque-là, donc je me suis pas mal renseigné tout ça. Mais King Seiko, en fait, je connaissais très peu. Et en fait, très peu de gens connaissent. Très peu de gens connaissent parce que tu t'en parleras mieux que moi, mais ça a été séparé c'était 2 usines distinctes, donc une à Suva et une à Deni. Et donc ils étaient en concurrence en interne en fait pour faire des montres. Et donc ça c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dû délocaliser une usine donc à Suva. Alors j'en parle dans l'épisode 42 de toute façon de l'histoire et j'invite les auditeurs à écouter ou à réécouter parce que franchement il y a tellement d'émotions dans cette histoire. Et justement, Deni Seikosha et Suva Seikosha sont 2 usines différentes et ces 2 usines se tiraient la bourre en fait en termes de savoir-faire. Et c'est là où tu vois vraiment l'esprit. Se faire au mieux et tout le temps vraiment cet esprit-là. Suva avec Grand Seiko, Deni avec King Seiko. Alors, c'est Nakamura de mémoire qui a décidé justement de faire une montre parfaite. Exact. Et ensuite est arrivé les mouvements et les montres Grand Seiko qui voulaient être et rivaliser avec les montres helvétiques, etc. Et King Seiko, dans l'autre usine, en 61, a lancé King Seiko. Exactement. Voilà. C'est vraiment une concurrence saine. C'est-à-dire que c'est pas une haine avec une concurrence féroce, etc. C'est une volonté de fabriquer une forme de perfection qui passe par une forme d'excellence. Donc chacun veut faire ce qu'il y a de mieux. Donc c'est extrêmement sain comme concurrence interne. C'est quelque chose que justement qui avait été instillé dans la famille et chez Seiko pour qu'il y ait les meilleures montres possibles. Et donc il y a eu il y a quelques années une réédition d'un des premiers modèles justement de King Seiko que tu as sous les yeux là. Je te laisse en parler. Alors, il y a eu, donc en 60, il y a Grand Seiko qui sort, donc chez Suva, et ensuite 61, la réponse de King Seiko. Et donc celle-ci, c'est une édition de 2022. D'un modèle un petit peu après. Exactement, de la seconde génération de Seiko, donc qui était produite entre 64 et 65. C'est ça. 64 et 68, et précisément la KS44, qui était une montre qui a été produite en 1965. Parce qu'elle reprend le cadran. Alors là, en plus, avec les index, l'index à midi très marqué. L'index fasté et strié. Exactement. Sur midi. Les aiguilles. Ces jeux de lumière, ces fameux polis, enfin voilà, qui sont incroyables. Ce Zaratsu et compagnie. Et on retrouve vraiment ça. Alors là, ils ont pris la liberté sur cette édition. Il y avait 5 couleurs, je crois, de mémoire. Oui, il n'y avait pas le rouge, c'est sûr. C'était argenté vraiment la couleur. Exactement. Et la tienne, elle est, allez, on va dire, lead 20. Ouais. Et c'est ça qui m'a... Parce que du coup, quand je suis à la boutique et que j'apprends l'histoire vraiment de King Seiko, je me dis, j'ai l'impression d'acheter un grand oublié. Enfin, pas un grand oublié, mais d'acheter la marque. Parce que Grand Seiko, je connaissais. Ouais. Et je me dis, mais ça me fait super plaisir, en fait, de m'intéresser à ça, King Seiko. Et donc, le vendeur me dit que effectivement à l'époque, donc la KS44, c'était vraiment sur bracelet cuir avec un cadran argenté. Oui, et donc, j'hésitais entre la noire, cadran noir, et puis le cadran argenté. Et en fait, celle-ci, je l'ai essayée. Et tout de suite, j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'elle apportait quelque chose de différent.
et qu'elle se portait super bien. Le bracelet biseauté, c'est 37. Le bracelet est fou, franchement, il est magnifique. Il y a un travail. Et le mieux, après, on va vous dire le prix à peu près de ces montres-là. Vous allez asseyez-vous avant qu'on vous dise le prix, parce que franchement, c'est du Seiko. Non, mais voilà, donc King Seiko, c'est un petit peu. Donc c'est une marque qui s'est éteinte ensuite, un petit peu plus tard, qui a été réexhumée à plusieurs reprises, pas toujours de façon très heureuse. Et donc en 2018, ils ont ressorti justement cette montre anniversaire quelque part pour les 60 ans, mais c'est un petit peu la mal aimée Seiko King Seiko par rapport à Grand Seiko. Grand Seiko, c'est vraiment le grand 20 et l'autre, c'est un peu le second 20. Ensuite, il y a eu les versions grand chronomètre pour Grand Seiko. Et c'est là que King Seiko a vraiment pris une distance et s'est arrêté finalement et pour donner la place et permettre à éclore encore plus de Grand Seiko. Mais c'est quand même une montre. Donc c'est du manufacture. Ça, c'est quand même super important de le dire. On est sur le 6R31. On a 70 heures de réserve de marche. On a une montre qui est avec une finition incroyable. Et ça, à l'époque, quand elle est sortie, elle était aux alentours de 1 800 €. C'est ça. Aujourd'hui, alors j'ai regardé justement pour préparer l'émission. Je me suis dit, ouais. Et ça, c'est intéressant. Alors déjà, sauf erreur, tu peux quasiment en acheter qu'au Japon, puisque je crois qu'en France et en Europe, il y en a très peu quand même. Alors, le vendeur m'a dit qu'en tout cas, ils avaient très, 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 très peu de modèles à ce moment-là. Donc, je me suis dit, il y a un petit effet rareté peut-être à... Carrément, parce que franchement, en France, c'est très, très difficile. C'est une montre en seconde main ou en gris ou en neuf de stock, si on peut dire, que tu trouves autour de 1 500 €, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc, tu as une montre manuf, King Seiko, qui est quand même une très très belle montre, avec ce fasté, avec ce Zaratsu, avec ses cornes caractéristiques, avec ce bracelet qui est fou, je vous montrerai des photos, et tu touches ça à autour de 1 500 €. C'est une dinguerie. Donc les amis, si vous connaissez pas ça, allez voir. T'as la référence de la montre ou pas? Pour faire renaître. Je mettrai la référence de la montre. Bon, c'est comme toujours une référence un peu compliquée chez Seiko, mais on la mettra et vous verrez ça. Elle est incroyable. Elle est vraiment parfaite. Ouais. Honnêtement, ça c'est... 37 mm. J'étais vraiment content parce que c'était pas prévu, je connaissais pas trop, je m'étais pas trop renseigné avant, donc c'est une belle surprise. Ouais, c'est beau, franchement. Et le bracelet, il a un côté le bracelet, vintage. Il est qualitatif surtout. C'est ultra quali. Elle a un peu d'étanchéité, donc on peut se faire plaisir. Non, il y a tout ce qu'il faut. C'est clairement très très beau. Ils avaient bien fêté les 60 ans là. Mais alors que c'est une montre de 65, mais c'est vrai que c'est très beau et je pense que ça doit bien attraper l'œil quand même quand tu vas quelque part et que tu as cette montre-là. Le reflet, on doit bien la remarquer. Et des connaisseurs même doivent quand même la regarder avec attention, non? J'espère qu'ils ne la confondent pas avec une Datejust pour les reflets. Mais non, mais c'est clair qu'elle a ce côté... le reflet du bracelet est assez incroyable. Et c'est un vrai plaisir. Ça habille vraiment, quoi. C'est clair. Ouais, le bracelet fasté, il est incroyable. C'est un bracelet 5 maillons centraux, en fait. C'est magnifique. Petite couronne vissée, ça aurait été cool, mais bon, pour être legit par rapport à l'original, il fallait qu'il laisse ça. Mais franchement, voilà, donc très beau calibre, hyper fiable. Et ça, franchement, je vous invite à regarder. Voilà encore la preuve, s'il en est, qu'on peut se faire plaisir pour des tarifs contenus, concrètement. Complètement. Parce que là, 1500 balles... Et puis c'est une montre qu'on porte à toute occasion, quoi. Il y a pas de... Magnifique. Si on a envie que d'une montre, parce que... Et puis il y a 5 couleurs. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Parce que la rouge, c'est pas la plus répandue, hein. Non, je pense que oui, l'argenté et la noire, clairement, c'est les deux plus. Mais la rouge, elle se porte très bien parce que en fonction des reflets, elle est plus sombre à certains endroits. Incroyable. Vous allez la voir en photo, vous allez être fou. Je pense même que je la mettrai en photo photo principale, tu vois, de publication. Parce que franchement, quand j'ai vu ça, je dis, là, il est allé chercher, c'est bien. Parce que c'est peut-être celle qui est un peu plus recherchée. T'as pas beaucoup de monde qui connaît ça, hein. King Seiko comme ça, et surtout cette réédition et tout ça. Donc, une Grand Seiko équivalente aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 fois le prix minimum. Voilà. Sachant qu'on est sur un mouvement équivalent, sachant qu'on a la qualité d'une Grand Seiko concrètement, on est vraiment dans les mêmes standards. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à ça et à regarder. Je pense que c'est le conseil du jour. C'est pas mal comme conseil, effectivement. Puis c'est sûr, comme tu l'as bien dit, l'histoire de ces deux usines, qu'en interne, il y ait deux usines qui se tirent la bourre pour la fiabilité, pour la précision, pour la pour les avancées technologiques, c'est assez fou. Pour une quête d'excellence commune. Il y a vraiment qu'au Japon que tu peux voir ça. Tu fais la même chose en France. N'aime pas trop ça. Ça va pas le faire. Et surtout que là, c'était plébiscité par les ingénieurs eux-mêmes et les horlogers eux-mêmes, dont Nakamura justement, qui est allé voir la direction pour dire
on veut créer une montre parfaite. Et c'est là que la Marvel est sortie, etc. après-guerre. Mais c'est fou quand même. Puis il devait... l'art horloger à son paroxysme. Complètement. Un fond plein, moi j'aime bien les fonds pleins. C'est parfois ce que je reproche chez Grand Seiko, ces fonds transparents. Et ce que je n'aime pas par contre, tu vois, j'adore Grand Seiko, mais un truc que j'aime pas trop, c'est les imprimés sur le saphir, quoi. Ça pique un peu. Ça me fait bizarre, ça. Ça me rappelle des productions un peu plus cheap d'autres marques, quoi, tu vois. C'est dommage. Mais sinon c'est très beau. Donc là, fond plein avec une belle gravure. Enfin bon, c'est très très beau. Donc, tu as fait ça et tu es passé à celle qui reste encore, c'est ça ou pas? Alors, il y en a 2. Ça, c'est plus récent, ça. Donc, c'est tout récent, ça. Tout récent, oui, ça, c'est... c'est ça. Un modèle, alors je vous donne des indices, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques semaines, on va dire quelques mois. Quelques petits mois. Oui, c'est sorti en septembre, je crois, ces eaux-là. Ouais. Il y a eu des phases après. Il y a eu des phases. C'est une montre d'un diamètre contenu, mais on en parlera après. C'était juste pour faire un teaser. Vas-y, je te laisse continuer. C'est pas mal. Non, alors avant, donc, on en parlera après de celle-ci. Ouais. Avant, il y a eu... une montre qui me tient particulièrement à cœur. Donc cette année où j'ai acheté la Seiko, toute l'année j'ai rien acheté. Bref, ma situation a changé, donc j'étais assez calme, on va dire. Et j'ai continué de parfaire mes connaissances et d'apprendre et de lire et d'écouter des podcasts et de regarder des vidéos, etc. Et donc c'est là où on apprend plein de choses. Et donc j'ai commencé à regarder un peu plus du vintage. Et donc, il y a 3 modèles vraiment qui me tapaient à l'œil. Donc, il y avait l'Universal Genève Paul Reuter, voilà, que je trouvais vraiment magnifique. Pareil, que j'ai découvert assez récemment et qui, je trouvais l'histoire folle et la montre super belle. Donc, je commençais à regarder ça. Les Omega Constellation, Paipan, que je trouvais magnifiques aussi, compris... qui sont vraiment devenus beaucoup plus chers. Il y a beaucoup de merguez en plus. Hein, ça, c'est ça. C'est très dur à trouver avec vraiment une montre. Encore, elle serait chère, mais elle serait belle. Bon, c'est ça. C'est pas trop le cas. La belle, elle est souvent très très chère. Et t'es pas sûr qu'elle soit vraiment belle parce qu'il y a beaucoup de cadrans repeints, contrefaits très bien. C'est ça. C'est ce qui est dur avec le vintage. Mais chez Omega, il y a eu vraiment des trucs, il y a eu vraiment des dingueries, quoi. Vraiment. Ok. Donc quand tu sais ça, t'évites d'être trop compulsif, quoi. Non, c'est très dur sur le vintage, en fait. C'est ça que c'est carrément un autre, pas métier, je dirais, mais une autre recherche, quoi. C'est vrai. Le vintage, faut tout regarder, quoi. Il faut regarder la couronne, faut regarder les aiguilles, faut vraiment s'informer pour savoir si alors, si vraiment tu recherches tout d'origine, etc. Ça, c'est un autre débat, mais il faut s'informer. Des fois, on peut retrouver des lips avec une couronne zénith. Enfin, j'ai déjà vu des trucs comme ça et je l'ai vu après coup et je me dis d'accord, ok. Bien sûr. Et, mais parce c'est pas bloquant, mais parce qu'à une époque, c'était ton horloger, comme on disait dans un épisode récemment, tu disais tiens, en plus je t'ai mis une couronne Omega, quoi. Et c'est j'imagine que ça devait faire plaisir du coup à ce moment-là. Attends, tu verras, tu vas être content, je t'ai mis une boucle déployante, je t'ai mis une boucle Ardillon Omega. Oui, ben non. Mais sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. J'en parlais la semaine dernière, chez Cartier, on rhabillait les mécaniques en mettant du quartz à l'intérieur, quoi. Parce que les mecs voulaient pas s'emmerder à les remonter, par exemple. Donc, tu vois, ce qui nous paraît une aberration, mais changement d'époque, changement de paradigme, changement de tout ce que tu veux, quoi. Donc c'est pas ni bon ni mauvais, mais c'est vrai que elles sont passées par des périodes où ça a été repeint, les constellations notamment, où il y a eu beaucoup et les Paul Reuter, il y a eu beaucoup de merguez aussi. Il y a énormément de merguez, quoi. C'est un truc de fou. Après, tu le ressens. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment de la façon suivante. C'est-à-dire, je vais voir l'annonce, je vais voir la montre. Il y a vraiment un premier ressenti en général, parce que j'ai l'habitude d'avoir de tout dans les mains, si tu veux. Et après, tu regardes dans le détail. Donc, tu as le réflexe cadran, déjà direct. Boîte, tu regardes la boîte, tu regardes le fond de boîte. Ça te dit beaucoup sur l'utilisation. Parfois, je préfère avoir une montre qui a été un peu mascagnée, qui a été un petit peu maltraitée. Tu vois, l'ouverture derrière, ils ont essayé de faire ça avec des ciseaux, t'as des traces, des trucs comme ça. Mais une montre qui est assez cohérente dans son histoire, qui a eu par un ou deux propriétaires, qui a été malmenée. Mais par contre, des montres qui, parfois, ont des cadrans rincés, mais des boîtes qui sont nickel, des polissages un peu bizarres, des choses un peu suspectes. Je ne sais pas si avec toi, j'avais parlé justement de toutes ces Rolex qui étaient à une époque... complètement rincé il y a encore 15 ans, dès que tu voulais acheter une 5513, une 1680, enfin des Rolex vintage, elles avaient toutes des cornes en cure-dent, quoi, qui étaient toutes fines, des polissages dégueulasses parce qu'aucun horloger savait polir les Rolex à l'époque, etc. Puis les chanfreins, comme elles avaient toutes été mal polies, les mecs se souvenaient même plus qu'il y avait un chanfrein, donc ils ne faisaient même pas, quoi, en fait. C'était noyé dans le c'était incroyable, quoi, ouais.
Et ça choquait personne parce qu'en fait, on savait plus ce que c'était réellement. Et tu retrouves maintenant des montres. Maintenant, tu regardes n'importe quelle montre de n'importe quel marchand, de n'importe quel endroit en France et dans le monde. Elles ont toutes des cornes magnifiques, des polissages, des chanfreins incroyables, miroirs dans lesquels tu te vois. Bon, il s'est passé des choses entre-temps, quoi. C'est vrai que tu vois bizarrement plus ces montres comme ça. Mais donc, c'est passé par plein d'époques, par plein de moments, justement comme ça. Il y a eu des époques où chez Omega, les constellations se faisaient repeindre des cadrans énormément, etc., etc. On le voit, on arrive à le voir, mais il faut vraiment être vigilant. Donc, le conseil aussi, c'est n'y allez pas sans lumière, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du vintage, intéressez-vous à un modèle à ce moment-là, parce que chaque modèle a sa vérité. Sur la typo, sur les index, sur le cadran, etc. Donc pour terminer, voilà, je regarde la couronne aussi beaucoup, qui dit beaucoup sur la montre. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui disent beaucoup. Attention, 7 reconstitués, enfin voilà. Mais intéressez-vous surtout à un modèle pour commencer. Ne vous éparpillez pas, parce que chaque modèle a sa... Voilà, je cherche pas une speed comme je cherche une pole router, comme je cherche une constellation. Parce que je ne dois pas regarder les mêmes choses, en fait. Tu vois ? Et les stigmates... Et les indices pour me dire si c'est une drouille ou pas sont pas les mêmes non plus. Complètement. Tu vois, tu vas rarement trouver un cadran de speed rincé. Par contre, tu vas souvent trouver des aiguilles qui t'en disent long, par exemple. Tu vas trouver des poussoirs qui t'en disent long, des couronnes qui sont pas bonnes, des polissages qui vont pas. Enfin voilà. Alors que sur une pole router, c'est pas ça le problème. Sur une pole router, souvent c'est le cadran qui va pas. Okay. Tu vois, enfin vraiment, t'as plein de choses comme ça. Donc et sur une constellation, c'est aussi le cadran parce qu'il est souvent repeint. Et à une époque, il est repeignait très très bien, même dans les années 80 et même avant. Donc en plus, t'as des trucs qui semblent anciens, parce qu'ils ont 40 ans, mais enfin, les cadrans ont été repeints il y a 40 ans, donc tu dis, visuellement, ça semble pas frais, ancien, quoi. Ouais. Ça semble ancien. Ouais. Sauf que oui, ça a été repeint dans les années 80 et la montre est des années 60. Quoi, Ça, c'est encore une autre. Là, c'est chaud encore. Il y a deux vintage dans la vintage. Faut distinguer. C'est vintage, mais pas complètement. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc, t'as acheté quoi alors ? Donc, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est un très beau cadeau. Ouais. Donc c'est tout récent, donc je parlais de la pole router, de l'Omega, et je m'intéressais énormément à Gégère, sur du vintage, et surtout à celle avec réserve de marche, donc un mouvement dit bumper, calibre 481. Ouais, très bien. Je la trouvais sublime, j'adorais tout, moi j'aimais tout, quoi. Et donc ça faisait partie de mes petites montres que j'avais en alerte, et je les voyais passer. Des fois, j'en voyais des très belles qui semblaient parfaites, mais c'était les vacances au Brésil ou la montre, quoi, sur les derniers mois. Donc, on va dire que la priorité, elle était déjà posée. Et j'ai eu un magnifique cadeau tout récemment, une boîte, quoi. Au début, je me dis que ça peut que être un bracelet, un joli bracelet en cuir, tout ça. Et donc, en l'ouvrant, elle était sous papier bulle. Et je vois tout de suite, en fait, en dessous de midi, quelque chose de rouge. Et je me dis, mais c'est un truc avec réserve de marche. C'est une montre, déjà. On distingue une montre et le réserve de marche. Et il y a plein de montres avec réserve de marche. Il y a des lips. J'étais très loin d'imaginer que ça pouvait être exactement celle-ci. Incroyable. Dans un état... Mais dans un état... la personne qui te l'a offerte a réussi à acheter... la bonne pièce et tout, comment ça s'est passé ? Écoute, c'est un sans chaud faute. quand même, moi j'aurais flippé. Je me demande. Je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est un peu hasardeux. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment t'as pu Et en fait, à un moment, je pense qu'il faut y aller. Et franchement, pas d'erreur, quoi. Tout est chaud parce que. Non, c'est très très chaud. Je sais même pas si moi j'aurais. La personne doit faire j'aurais pas trop pinaillé. Parce que c'est chaud quand même. Ouais, franchement, surtout sur. C'est comme si toi tu devais acheter une bagnole ancienne à quelqu'un que tu connais et tout. Mais laisse tomber, quoi. Si tu connais rien, laisse tomber. Je lui ramène un de ces trucs, quoi. C'est vraiment... Non, franchement, je suis impressionné de... donc, c'est ma compagne qui m'a offert ça. Je suis impressionné de voir ta femme, parce que là, franchement, t'es obligé. Par contre, elle a mis la barre haute parce que... Un peu trop, là. Je sais plus quoi faire maintenant. non, il y a vraiment, vraiment, c'est parfait. Elle est beaucoup plus... donc en fait, elle m'a sondé ces derniers mois quand même. En fait, finalement, j'envoie les annonces que je vois à des potes qui s'intéressent et à elle. Et en fait, j'ai pensé après coup. Elle m'avait posé trop de questions. On avait essayé ensemble. Elle me posait des questions. T'aimes bien ça? Donc on essayait des Omega, des GGR, etc. Des fois comme ça en se promenant, on essayait. Ouais. Et en fait finalement celle-ci à chaque fois je le répétais. Tu l'as pas passé au poignet celle-là? Tu l'as pas essayé dans une boutique? Pas celle-ci. J'en ai essayé un autre modèle qui est à peu près ressemblant, mais pas celle-ci. Mais par contre celle-ci je lui ai dû leur envoyer je sais pas combien d'annonces où je disais c'est incroyable. Réserve de marche exceptionnelle et tout. Ah c'est fou. Et donc c'est pas un modèle con alors. Donc c'est une GGR LeCoultre des années 50. Avec le fameux bumper, le calibre 481. Moi, j'en ai une comme ça. Quand je t'ai dit, j'ai la même. T'es en or jaune ou en rose là-dessus? Sur la tienne? Or jaune.
En jaune 18. Ouais, ok. C'est 34. Tu l'as mis sur quel bracelet alors toi? Alors, il y avait un bracelet qui était cuir, un peu marron, que je vais changer de toute façon. Là, je l'ai amené quand même faudra que je la dépoussière un petit peu. D'accord. Ouais. Donc 34 mm. Et alors cette montre a la particularité, moi j'aime beaucoup, avoir un petit guichet de réserve de marche en dessous de midi. Tout petit. Tout alors, elle fait 40 heures de réserve de marche, je crois, de mémoire, 40 quelque chose. Et donc, au début, c'est rouge jusqu'à 10 heures ou 5 heures, je sais plus. Et au fur et à mesure, c'est un disque tournant, donc. Et on voit au fur et à mesure la réserve qui augmente, au fur et à mesure qu'on porte la montre. C'est avec toi qu'on en a parlé, qu'on préférait presque l'avoir. Ah, moi j'adore quand elle est sur rouge. Parce que le rouge, ça apporte un truc. Et donc, moi j'adorais la remonter, genre quelques heures pour pas qu'elle soit vide non plus. Et ensuite, voir le rouge disparaître. Ça, c'est incroyable. Dans ces petites montres des années 50, ça fait 34 mm. Alors, le bumper, faut s'y habituer parce que c'est un peu particulier. Un peu bruyant. Puis tu le sens, surtout. C'est comme un petit marteau. Il y a une butée, en fait. Oui, il y a une butée, en fait. Tout à fait. Une butée. C'est sûr que c'est pas le 360 degrés. Il y a une butée avec des ressorts de chaque côté, en fait. Voilà. Et tu le sens, hein. C'est vrai que boum. Au début, en fait, j'ai eu peur en la portant. Je me suis dit, mais un problème, quoi. Et en fait. Tu savais pas quand tu l'as eu au début? En fait, je savais qu'il y avait ce mouvement bumper et qu'il était différent d'un mouvement typique de ces années. C'est 360 degrés, quoi. Enfin, une masse oscillante classique. Et donc, je m'attendais pas au bruit. Bizarre, hein. Et finalement, maintenant, je trouve que c'est tout le charme du truc. Forcément, elle a une double valeur, cette montre, mais c'est vraiment un coup de maître, quoi, là. Franchement. 70 ans, 75 ans. C'est fou. Parce que c'est des montres plutôt mi-50 en général. Donc c'est 70 ans, tu te rends compte? C'est fou. C'est fou, j'ai envie de la faire tenir. C'est dingue, hein. Encore. Et belle présence. Et pour un 34, je trouve qu'elle est très bien en diamètre. Oui, parce que j'avais essayé d'autres 34. Donc ça va, c'est une belle ouverture de cadran en plus. Je suis d'accord. Parce que en ayant essayé d'autres 30, alors j'adore les petits diamètres. Peut-être qu'on en parlera. Mais c'est vrai que j'avais essayé d'autres 34, plus fines, et je trouvais que ça devait être trop petit. Oui, je suis d'accord avec toi. Et donc, en la regardant, je me disais, mais imagine, c'est tout petit, en fait, finalement, ça gâche tout. Non, et en fait, elle va très bien. Elle est parfaite. Je dirais 35. Elle est trop bien. Elle est magnifique. Franchement, tu la mets au milieu de la suivante dont tu vas nous parler, et c'est pas ridicule, quoi. Complètement. Ouais. La fameuse qui a été teasée. Qui a été teasée, voilà. D'une marque d'un créateur qui aime beaucoup les voitures, qui aime beaucoup les Porsche. On pourrait peut-être confondre. J'aime tous les Porsche. C'est ça. Parce que apparemment c'est lié quand même l'horlogerie. Oui, non, c'est vrai. Canicoto. C'est vrai. Mais donc cette Gégère, tu dois prendre un plaisir fou à la porter, quoi. Ouais, non, c'est clairement, franchement, j'ai l'impression d'avoir une petite perle, quoi. Il y a le côté vintage et il y a le côté. Alors j'avoue que j'ai aussi des penchants pour certaines marques. Et moi, rien que la prononciation, Gégère le coup, je trouve c'est tellement beau. J'avoue. De toute façon, c'est la montre des horlogers. C'est quand même vraiment une montre de geek. C'est une montre de connaisseur. C'est très élégant. Et en plus, ça, aujourd'hui, une montre comme celle qu'elle t'a achetée. Tu connais les prix, tu as vu les annonces un million de fois, donc je ne brise pas le mystère. On est autour de 2000 €, quoi, en gros, à peu près. 2002, 2003 pour des plus très belles gires, pour l'avoir remarqué. Parce que je suivais ça longtemps, parce que la première fois que j'ai eu cette montre, c'est très difficile de donner une valeur tant que tu n'as pas vu des annonces, en fait. Parce qu'elle paraît tellement précieuse, en fait. Quand tu la vois, elle est en or, c'est une Gégère, réserve de marche. C'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Au début, quand tu te dis, attends, c'est un super truc. Et c'est un super truc, mais à un prix pareil. Enfin, à l'instar de la King Seiko, dans un genre complètement différent. C'est-à-dire que vous imaginez, c'est des montres autour de 1500, 2000, 2500 €, mais qui valent en patrimoine, qui sont incroyables. Complètement. Incroyable. Et en plus, tu changes du tout. Quand tu portes ta Gégère, le lendemain, tu as King Seiko, le lendemain, tu as ton Hamilton ou ta Rolex, tu n'as vraiment pas l'impression de porter la même chose, quoi. Non. Selon ton lifestyle, selon les vêtements et compagnie, quoi. Complètement. D'ailleurs, je sais pas si toi, tu es partisan plutôt d'une montre tous les jours, ou tu aimes bien emmener tes montres. Faire une bonne semaine. C'est mon interview en fait, d'accord. Mais non, c'est pour pas parler que. Non, mais je comprends. Toi, c'est quoi alors? Je vais te répondre après. Vas-y. Moi, c'est plutôt tous les jours. Je me lève le matin et je me dis, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que ça va avec mon mood, quoi. Ouais, je comprends. Je me dis, aujourd'hui, je suis dans un mood explorateur, quoi. Enfin, pas explorateur, mais c'est-à-dire, je suis dans un mood un peu sportif, j'ai un petit pull et tout, j'ai envie de porter ma Hamilton ou celle dont on parlera plus tard, mais c'est vraiment tous les matins que ça se décide et tout. Et finalement, je me dis, des fois, est-ce que je ferais pas des petites semaines, ça pourrait être marrant. Mais tout seul, je me tape un délire tout seul, clairement. Hermétique à changer tous les 2 jours. Non. Et je fais le tour de mes montres assez vite. T'as vu le clin d'œil. Suivante. Voilà, donc je pense qu'on a fait une belle intro pour la suivante.
Donc, d'ailleurs, tu peux. Voilà. Moi, ça dépend des moments. Il y a des moments où vraiment j'ai envie de changer tous les jours. Et le matin, comme tu dis, selon le mood, je vais vraiment changer. J'aime bien maintenant l'idée de. Parfois, ça peut être la montre qui est quasiment le premier truc que tu mets. Après, tu vas t'habiller en fonction. Et parfois, tu vas t'habiller. Et après, c'est la montre. Ouais. Ou alors, parfois, tu commences à mettre la montre, tu t'habilles, ça va pas du tout. Et tu rechanges encore une fois. C'est vrai que des fois, on a tendance à mettre la montre un peu trop vite et se dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça ? Et après, on se dit, mais attends, j'ai mis. Par exemple, tu mets ta gégère. Alors que... Et encore, il n'y a plus de règles maintenant. Je dis ça, mais c'est une bêtise parce que tu peux très bien mettre ta gégère avec un hoodie, ce qui se faisait pas avant, par exemple, tu vois. Avant, tu disais, je vais mettre la gégère un peu dress avec une chemise, machin. Mais c'est faux, en fait. Tu peux tout porter avec tout maintenant, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui a changé vraiment de l'après-Covid, je trouve beaucoup. Les tenues sont très différentes et maintenant, tu peux tout porter avec tout. Il y a un avant-après-Covid, je pense, au bureau. Carrément. Carrément. C'est des contractions. Mais tant mieux. Et c'est ce qui fait la part belle, justement, maintenant, aux modèles plus anciens que tout le monde porte de façon très décomplexée, les petits diamètres. Alors qu'avant, je me dis, attends, je suis en polo, je suis en pull le week-end et compagnie en sweat, et je vais pas porter une montre de 34 mm en or, c'est pas possible. Mais si, bien sûr, au contraire. Tu vois. Et c'est tellement élégant. C'est tellement cool. C'est tellement beau. Donc ouais, ça dépend aussi toi du mood. Voilà, mais rarement plus de 2 jours d'affilée. Okay. Parce qu'après, j'ai l'impression de m'emmerder, quoi. J'aime bien changer, avoir vraiment la sensation d'avoir autre chose. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Enfin, moi, en tout cas, dans ce que je veux pour ma petite collection, encore une fois modeste, c'est de pas dépasser un certain nombre de montres parce que je veux les porter. Et donc, je sais que si je dépasse un certain nombre, je pense à par exemple 10 pour mon cas, j'ai peur de limite me prendre la tête à me dire. Mais tu ne les porteras pas de toute façon. Enfin, c'est ça. Je le dis à chaque fois, si tu as une collection de. Quand tu dépasses 6, 7 montres en général, de toute façon, tu portes toujours les 2, 3, 4 mêmes. Tout le temps. Et même si tu en as 15, tu verras, tu porteras toujours les 2, 3, 4 mêmes. C'est ça. Enfin, à 80%, en tout cas, les 20-80. Tu vois, c'est ça. Donc là, si tu es dans une optique où tu collectionnes et que tu veux pas forcément toutes les porter, ça te dérange pas. Il y en a sûrement beaucoup. Moi, c'est vrai que je me dis, j'ai envie de les porter, quoi. J'ai envie de les user, de les porter, de leur mettre un peu de stigmate. Moi, si je porte pas, au bout d'un certain temps, je vends de toute façon. Après, il y en a que je vends pas parce que historiquement, parce que c'est des trucs de famille, enfin ce que tu veux, ça c'est différent. Mais les montres, en gros, au bout d'un certain temps, si je constate que vraiment, finalement, je la porte pas, où il y a plus le même plaisir et tout ça, et souvent, comme on disait en début d'émission et en début d'épisode, des montres pourtant que j'aurais jamais pensé vendre un jour. Je me suis dit, mais non, mais moi, si un titre demain j'ai plus cette montre, je deviens fou. Enfin, en fait, pas du tout, quoi. Relativiser tout ça, quoi. Franchement, ça reste des montres. Le rapport à l'objet. Non, mais c'est clair. Enfin, moi, j'ai vendu beaucoup aussi cette année, c'est ce que je n'ai pas dit. J'ai vendu plein de trucs. Déjà, je me suis séparé de tout ce que j'avais qui pouvait être à quartz. Mais j'avais une montre que je voulais en mode utiliser que pour mes petites vacances, où j'avais pas de risque. Et j'ai pris une Charlie Paris, une Concordia, mais à quartz. 300 mètres d'étanchéité et couronne vissée, donc j'étais à l'aise avec ça en fait. J'avais pas mis beaucoup et tout, et je me disais ça va être ma petite montre que je prends comme ça, j'ai un petit plaisir. Elles sont franchement bien, honnêtement. Charlie, j'ai une super expérience, mais je l'ai vendue parce que finalement voilà, c'est pas grand chose peut-être. Non, franchement, c'était plus le quartz qui, pour le coup, je me suis dit là, j'ai envie de recentrer sur la mécanique. On verra plus tard. J'ai rien contre le, je sais pas, jamais dire jamais quoi. Qui sont cool, qui sont incroyables, bien sûr. Chez Seiko d'ailleurs, enfin, il y a plein de choses qui sont Seiko, le méca quartz, toutes ces choses. Je pourrais me laisser tenter un jour. Bien sûr. Mais c'est sûr que là pour le coup, je la portais que à ces moments-là. Je l'ai mise sur un bracelet. Un peu plus sport et tout, et finalement j'ai pris la décision très rapidement, il n'y a pas d'affect, alors que je pensais que justement ça allait être ma montre de ma vie de vacances, quoi. C'est ça, comme j'aime bien voyager et tout ça, on aime bien ce truc-là, je me suis dit ça dans la tête en mode voilà, celle-là moi je me prends pas la tête et tout machin. Je me rappelle au début, il y a longtemps, je m'étais dit je vais acheter une montre de vacances comme ça. C'est une GMT que j'avais à l'époque, une CS700, et je m'étais dit je vais faire tout le temps un wrist shot devant tous les trucs incroyables que je vais faire à chaque fois et tout. Excellent. Ça va être fou, tu vois, en mode les nains dans Amélie Poulain, quoi. Tu vois le truc. Mais en fait, tu le fais 3, 4, 5 fois et puis après, tu mets une autre montre parce que t'es plus dans le même mood et puis, puis en fait, t'oublies et puis voilà, quoi. Je trouve que ça change beaucoup les goûts aussi. Mais bien sûr. C'est incroyable. Moi, je pense que là, je peux pas dire avec certitude là que j'aimerais encore dans 2 ans, j'en sais rien. Évidemment. Je suis en train de parfaire ma culture. Mais c'est ça qui est cool. En fait, j'évolue à mon rythme, j'adore. C'est ça qui est génial. Je m'en fous de cette collection-là. Enfin, je m'en fous. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Elle m'intéresse plus comme maintenant, quoi. Alors que maintenant, je suis assez content là-dessus. Mais cette collection va peut-être te permettre de monter une marche vers autre chose. Pas forcément en prix, je parle en monter une marche. Aller quelque chose de plus deep sur quelque chose d'autre.
que tu vas découvrir. Moi, je sais que j'aime bien, c'est un de mes grands plaisirs avec le podcast, c'est quand je reçois tous les jours, sans exception, des messages de gens, et je remercie vraiment les auditeurs d'ailleurs au passage, qui me disent j'avais pas pensé à ça, j'ai découvert ça, j'ai commandé ça grâce à toi, parce que vraiment c'est trop bien et tout. Et voilà, quand je parle de la King Seiko, le plaisir par exemple, j'ai à dire aux gens, celle que tu as achetée, on mettra la rêve volontairement, mais c'est incroyable. Et là, je suis sûr que je vais avoir une pluie de messages, putain, je la connaissais pas, elle est incroyable à ce prix-là, c'est fou, je m'en suis commandé une, enfin voilà. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des trucs auxquels tu n'as pas pensé, Complètement. qui vont te vriller, parce que si t'es un peu comme moi, si t'es un peu comme nous tous, comme je te dis, on est irrécupérable, bah, c'est des heures où tu vas regarder en disant putain, mais celle-là je la connaissais pas, en fait elle est incroyable. Ouais. Et elle coûte tant en plus, mais incroyable, parce qu'aujourd'hui c'est tellement décorrélé du prix en fait. Encore une fois, comme tu dis, ce qui te plaît aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui te plaira demain, mais tant mieux, c'est très bien comme ça. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que pour toi, en fait, tu avances tranquillement dans ta collection, tu parfais tes connaissances et tu vas à ton rythme, quoi. Ouais. Et à ton budget, surtout. C'est ça qui est fou, c'est que maintenant que j'ai peut-être un peu moins de budget qu'il y a quelques années, je parle comme si j'en avais 20 derrière moi, mais maintenant que j'ai un peu moins de budget, j'ai l'impression de me faire 2 fois plus plaisir. C'est fou, hein. En fait, j'ai l'impression de 2 fois plus m'intéresser à la montre en elle-même, ce qu'il y a à l'intérieur. Le value for money est vraiment différent. Exactement. Et en fait, quand tu peux trop facilement, bah, finalement, je trouve que tu grilles beaucoup d'étapes et tu passes à côté de choses vraiment de fou. Enfin, la gamme, je sais pas, entre 1000 et 2000, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. On peut se perdre là-dedans. C'est exceptionnel. Tu peux vraiment, mais des belles choses, quoi, vraiment. Et beaucoup de gens prennent conscience de ça, je trouve. Il y a vraiment un changement, une bascule, un point de bascule là-dessus. Beaucoup de gens s'en rendent compte et on sent vraiment, c'est presque palpable, un changement chaque mois, chaque année, depuis quelques années, où les gens sont en train de complètement changer leur mindset là-dessus. Vraiment. Cool. C'est vraiment cool. Ouais, franchement, que ça va amener aussi. Parce que je ça pense amène de l'intelligence quelque part. Exactement, parce que nous, en tant pas utilisateur, en tant que consommateur de montres, bah, ce qu'on consomme, on envoie un message aux marques en disant voilà ce qu'on aime. Et c'est ça qui est top. Je dis ça en début d'épisode. Je disais vraiment, quand je disais, ça me fait plaisir de faire un épisode avec toi, avec les amateurs en général, parce que tout part de ça en fait. Les marques vont créer d'autres choses ou proposer d'autres choses par rapport à celles dont on va parler après. Bon, allez, la Baltic Hermetic Tourer. Mais qui craque, tu sais. Je suis un peu surpris. Je pensais pas. Elle est partie d'une tendance, elle est partie d'une volonté, elle est partie d'une demande en fait, finalement. Nivada, quand ils ont sorti la F77, il a demandé, elle a été ressortie. Ouais, petite bombe. Je vais en parler. La F77 Brown, là. Bah, j'aurais dû t'emmener, je l'ai là, ici. Celle-là, elle était dans l'équation. Elle est incroyable. Elle est belle. La smoked comme ça, avec le cadran fumé marron, là. Enfin, elle est folle. C'est une montre qui sort à 1039 €, je crois. Ouais. Bah, Nivada, on pourra en parler. Hein. Et voilà, donc quand tu vois ça, en fait, et les gens sont en train de vriller là-dessus, se rendre compte que les indépendants, en plus, t'as un amour du truc, t'as une histoire, tu peux souvent être en contact avec les créateurs ou les repreneurs, ce qui est une dinguerie quand même. Bah, ceux qui reprennent ces marques-là, Nivada, tu te rends compte ils ont le patrimoine derrière de la marque, qui avait été endormi pendant longtemps à cause de plein de raisons, et en fait ils savent ce qu'ils vont faire, quoi. Et tout de suite ils font plaisir, ils respectent vraiment. Mais pourquoi à ton avis? Parce que c'est des gens qui aiment les montres en fait. Complètement, ça se voit. Quand tu as des marques qui sont gérées par des VC, par des actionnaires et compagnie, ou des fonds de pension, etc., ben on fait des montres qui sont complètement déphasées par rapport à la demande, parce qu'on fait des montres qui s'intéressent à un certain marché. Qui disent mon marché c'est l'Asie, mon marché c'est je sais pas quoi, donc je vais faire un truc de tel diamètre machin, et je globalise. Là tu es avec des gars qui aiment et qui font ce qu'ils auraient aimé avoir au poignet avant de créer leur marque ou reprendre la marque. Donc quand Guillaume Lédé retrouve une F77, il fait la même en disant je vais faire comme ci, comme ça, parce qu'il sait ce qu'il aurait voulu, avec le bon diamètre, avec la bonne épaisseur, avec tout ce qui va bien, avec le cadran tressé comme ça. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Et il n'y a pas de faute. Alors que souvent, les grosses marques qui faisaient ça un petit peu à l'aveugle, il y avait des petites erreurs quand tu dis putain, mais pourquoi ils ont fait ça, quoi. Là ça va. Là ils font le truc avec le bon. Voilà. À Nivada, franchement c'est Vulcain pareil. Bon, c'est la même chose. La Skin Diver elle est exceptionnelle. Ça fait il y a des petites concurrentes pour les montres de plongée autour de ces prix-là. Là, c'est assez. Les Antarctiques et tout ça. L'Antarctic Diver est incroyablement belle. Même chez Yema. Ah ouais. On va montrer tout ça. Même chez Yema. Alors je crois que le calibre c'est Yema 2000 dans la Pearl Diver.
Ouais. Pareil. Toute la gamme des CMM, on va en parfait, parler, mais c'est fou, quoi. Ce qui a été sorti, Yema est quand même redoutable à ce prix-là, quoi. Alors, il y a des trucs qui ont été un peu plus chers, etc., mais quand même, c'est un truc de fou, hein, franchement. Ils ont complètement, en quelques années, changé la donne avec ça, quoi. Avec la gamme des CMM, c'est fou ce qui a été fait. Est-ce que c'est l'arrivée d'Olivier Maury aussi qui a beaucoup changé pour la marque, ou c'est parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même sur une bonne dynamique depuis 2-3 ans quand même. Elle repart bien. Moi, Yema, avant, je m'intéressais, ça me parlait pas trop, quoi. Au-delà du vintage, hein, bien sûr, sur l'actuel, quoi. Ils ont Olivier Maury, les aide énormément pour le développement des calibres. Le CMM20 est un calibre qu'il avait déjà, tu vois, donc il a apporté quand même un gros coup d'accélérateur, quand même. CMM30 qui est quand même en tourbillon, qui est un truc de fou. On est quand même sur des choses, plus de 100 heures de réserve de marche sur le dernier, le CMM30. Sur le CMM20, on est à 70 heures. Putain, c'est beau quand même. Les composants, et ça je trouve ça incroyable, tous les composants de ces mouvements ont été pris, sont ou français ou suisses, donc franco-suisses, dans un rayon de 70 km maximum. Sachant qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Même quand on parle de manuf, là aussi j'invite les auditeurs à revenir sur un épisode dans lequel je parle des manufs et non-manufs, mais c'est quand même fou, quoi, de voir qu'aujourd'hui, même les vis, tout est franco-suisse, dans un rayon de 70 bornes. C'est bon signe. Ça sent bon quand même. Le dernier, le CMM30, moins 3 plus 7 secondes en réglage. Bref. C'est quand même assez fou. Mais voilà, donc il y a un beau développement, il y a vraiment un truc qui se passe. Cette Baltique, alors on y va ou pas ? Allez, on va y aller. Donc cette Baltique, elle est pareil, belle surprise, quoi. Donc je suis pas mal de chaînes horlogères et de chaînes podcast. Pas beaucoup non plus, celle que j'aime le plus. Cette Baltique, elle m'a tout de suite parlé. Alors elle est un peu particulière quand même. Avec sa petite couronne. La couronne, on n'aime pas. À remonter. Honnêtement, moi je suis pas. Une fois que je l'ai remontée, ma montre, que je la porte, ça me dérange pas de la remonter 3 jours plus tard. Mais c'est sûr qu'il y a un coup à prendre, c'est différent. Mais sur le poignet, c'est incroyable. En plus, elle peut se porter pour du coup ceux qui portent leur montre à droite, c'est parfait pour eux aussi. Différemment, c'est une destro naturelle. Exactement. Elle est au diamètre parfait. Je l'ai volontairement. Donc j'ai le bracelet grainerie aussi, pour lui donner un petit côté un peu plus dress. Mais tout de suite, ça m'a parlé. Ce bracelet, je trouve, il est très très bon. Il est très amélioré, très souple, très fin, petit. FKM. C'est vraiment une field, même si je suis pas un grand aventurier, que je trouve parfaite dans son prix. Le calibre à l'intérieur, quelque chose 660, c'est ça, 660. Miyota 90-34, si je ne me trompe pas. Donc bon, ça reste fiable et robuste, c'est tout ce qu'on veut. Il y a quand même de l'étanchéité 150 mètres, même s'il n'y a pas de couronne vissée. J'ai trouvé tout de suite, ça m'a parlé, et entre les 4 cadrans, j'ai pas hésité une seule seconde. C'est celle-ci, la chocolat. Elle me faisait plus penser à quelque chose de tropicalisé, mais volontairement, et du coup c'est ça qui m'a. Je me suis dit non, voilà, c'est ça, même si c'est très joli et très bien fait. Non, franchement, c'est une marque qui est jeune. Ce qu'il a fait avec l'Aquascaf, donc moi l'Aquascaf, je l'ai essayé, mais j'ai pas vraiment accroché, parce que de toute façon. Mais c'est quand même une belle réalisation. C'est vraiment le cadran est incroyable, c'est très beau. C'est très beau, et puis pareil avec la Peter Otto, celle qui est la très compacte, Panda, qui est très belle. Donc franchement, ça m'a parlé. Avec un vieillissement un peu du cadran, t'as vu qu'il est c'est un peu joli. beige, c'est joli. La couleur est belle. Ouais. C'est ça, c'est vrai que ça, je me demande comment ça a été fait. Parce que c'est volontaire ou c'est tout bien pensé, quoi. C'est clair. Non, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'est très bien fait. Le choix des couleurs, le choix du diamètre, les aiguilles, tout est vraiment hyper bien pensé sur la Tricompax. Vraiment, c'est une belle réussite. Franchement. Puis un diamètre assez contenu aussi, 39, ça se porte bien. Des références stylistiques qu'on retrouve chez Universal, un peu à une Inarine, ce genre de choses, c'est quand même joli. Non, mais ça fait partie des jeunes marques comme ça où j'ai envie de suivre. Je suis content de me dire, finalement, je suis un peu pas au début, mais je vois les premiers modèles et tout, et c'est intéressant de suivre l'évolution, comme avec d'autres jeunes marques comme Serica par exemple,
je trouve, font des trucs. Ils font des trucs dingues. On en a parlé. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Enfin, la file de la 6190. Tu l'as vu ? Enfin, tu l'as eu en main ou pas ? Je l'ai pas eu en main. Je l'ai beaucoup vu. J'avais même pas vu la 4512, celle qui était parce que du coup c'est une version améliorée Cosquet. Oui, enfin c'est vraiment pas la même montre. Mais c'est ce que tu me dis. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas. Moi j'ai eu les deux en main. J'étais allé voir Gabriel un petit peu avant le lancement. Il me dit je te la montre et tout. Il m'avait montré. Et j'avais les deux dans les mains et ça n'a rien à voir, quoi. T'es sur des aiguilles, t'as les aiguilles brossées, tu passes en aiguille blanche, t'as les chanfreins sur les côtés, enfin t'as un peu cette encelire un petit peu sur les cornes, t'as un rapport épaisseur taille largeur qui est parfait. Toutes les petites choses qui étaient déjà bien, ils ont amélioré tout. Sans trop augmenter. Le chronomètre, la couronne est très bien. Enfin voilà, donc en fait, c'est tout dans le détail. Le diable se cache dans les détails chez Serica. C'est ça que j'adore. Ce qui fait que même quand ils ont la 5303, quand tu l'as améliorée, c'est ça que je trouve génial, c'est tout ce qu'ils ont amélioré ne se voit pas. Ça, c'est incroyable. Donc ça va parler à ceux qui vont creuser, quoi. Qui vont se renseigner. C'est pour ça. Et au début, il me la montre à l'époque, il me dit alors, t'en penses quoi ? Je dis, elle est pareille, quoi. Non. Je dis, t'as marqué chronomètre, quoi. Non, mais volontairement, je savais très bien avec qui je discutais, donc il n'y avait pas de débat. Et en fait, non, Cage en Ferdou, ils ont tout redimensionné. Enfin, mais c'est incroyable. Et ce fameux cadran sur la 5303, quand tu découvres ce bleu nuit en plein soleil, alors que tu crois que c'est noir au départ. C'est d'une subtilité incroyable, par exemple, tu vois. Belle surprise, ça. C'est ces index satellites. T'as plein de petites choses comme ça que tu découvres avec le temps. L'appréhension de la couronne, le clic, et les clics, les 120 clics de la lunette, un petit peu plus dur à midi, exprès. Enfin, des petites choses comme ça. Et en fait, chaque jour, tu découvres un petit peu plus sur ta montre. Tu vois. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. C'est là où tu l'aimes de plus en plus. Quoi. Quand elle continue de te surprendre. Donc, laquelle tu portes le plus aujourd'hui ? Franchement, comme je l'ai fait tourner tous les jours, il n'y en a pas une que je porte plus que les autres. Bon, là, j'ai eu récemment la Baltique, donc peut-être que je l'ai porté un peu plus ces derniers jours. Mais justement, les montres qu'il y a là, finalement, je les porte. C'est cool. Donc c'est pour ça. Si un jour, je pense que c'est comme toi, si je vois qu'il y en a une que j'ai pas mis depuis 2 mois, je vais peut-être me poser la question, me dire c'est peut-être qu'en fait, je dis, j'ai envie de la mettre, quoi. Moi, j'attends un peu plus de 2 mois parce que parfois ça peut être des phases. Moi, je sais qu'il y a des phases où je reporte. Voilà. Mais si je vois, moi, c'est généralement au bout d'1 an, quoi. Si je vois qu'au bout d'1 an, je la porte pas, mais à un moment, ou peu, si tu veux. Quand tu la mets, tu te rends compte au bout d'1 heure, tu la remets dans la boîte, par exemple. Tu vois. Là, le verre est dans le fruit en général. C'est ce qui s'est passé avec ma Tissot. C'était, je l'avais regardé la première fois. Je me suis dit, c'est fini maintenant que t'as ça. Ah bah non. Puis là, je suis parti sur un truc 33,5. Plus c'est petit, en fait, plus t'as du mal à voir. C'est ça. Un peu gros, quoi. C'est ça. Et le confort de porter d'un petit diamètre, c'est quand même fou. Complètement. Puis l'élégance, c'est au-delà du confort. Parce qu'il y a des montres grosses qui peuvent être très confortables, je pense. Bien sûr. J'imagine que titane, c'est fait. C'est ça. C'est l'élégance que tu vois au poignet. J'aime bien regarder les anciennes pubs, par exemple pour Nivada, que j'adore cette marque. Les Nivada, qui étaient, les pubs qui étaient faites à l'époque et tout, tu les voyais porter. C'est vraiment petit diamètre sur un poignet d'un homme qui va gravir une montagne ou qui va en Antarctique et tout. Je trouve ça ce décalage, cool. il est incroyable. Ce décalage, il est incroyable. C'est ça. C'est sûr. Ça fait plus classe, je trouve. Après, c'est qu'un avis, mais le petit diamètre. C'est quelque chose, hein. C'est. Comment ça évolue de ton côté ? Comment tu sens que ça évolue ? Comment ? Vers quoi ? Plus de vintage, plus de récent ? Parce que tu as l'air d'être assez excité par le vintage et le contemporain en même temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu es sur les deux plans, toi. Alors, encore une fois, en toute modestie, c'est dur le vintage. Alors, le vintage, je regarde beaucoup, mais j'ai l'impression que j'ai encore... En fait, là, il faut que j'apprenne encore plus. Il faut que j'apprenne pour pouvoir prendre les bonnes décisions et être capable moi-même de voir une pièce et de me dire « Ah, là, il y a ça qui cloche. » ou là. Et ça va prendre encore un peu de temps. Donc, j'adore le vintage, mais pour passer à l'acte, entre guillemets, ça va pas être si évident. C'est-à-dire que j'ai 30 ans l'année prochaine, et je m'imagine déjà me faire un petit plaisir. Si je pars sur du vintage, je vais devenir fou, quoi. Je sais déjà les modèles que je veux, mais je vais devenir fou à la choisir et à réussir à prendre la décision, quoi. Donc, non, comment je vois évoluer, c'est que cette année, je pense que je vais rien prendre. Je vais profiter déjà de celles que c'est bien déjà, j'ai. C'est cool, parce que franchement, je les porte pour moi. Ça a beaucoup changé aussi, ça. C'est quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que je les porte vraiment que pour moi, quoi.
Je me rends compte qu'en fait, j'écoute mes podcasts tout seul. Le matin, ton podcast m'accompagne souvent. Il y a une chaîne que j'adore aussi où les deux gars me parlent, c'est la chaîne de Parle aux montres. Ouais, bien sûr. Je trouve qu'ils me parlent. En plus, ils aiment le basket, de ce que j'ai cru. Je vois souvent des mugs de basket, donc je me dis, on pourrait discuter, je pense pas mal. C'est un peu vénère sur le basket. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux en plus dedans. Donc, voilà, et puis en fait, ils me parlent à moi, en tout cas, je suis le cœur de cible des mondes qu'ils présentent et de comment ils le présentent, clairement. Donc, ça m'accompagne tous les jours. Et en fait, je me dis, je prends plus de plaisir à apprendre des choses, à me cultiver sur l'horlogerie. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai regardé tout à l'heure une vidéo d'un mec qui démontait une Rolex Air King et qui la remontait en accéléré un petit peu, mais bon, je suis resté bloqué devant. Alors je dis pas que je vais être horloger, mais je me dis que c'est juste passionnant. C'est exactement. Je me dis, il y a trop de pièces, quoi. Ou quand il récupère une montre dégueulasse et qu'il la rend magnifique, c'est trop bien, quoi. C'est trop cool. C'est incroyable. C'est trop cool. C'est là que tu vois que c'est éternel. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc c'est exactement ça que je ressens, c'est qu'il y a un côté où je me dis, plus je les emmène loin, plus je serai content. Donc d'où l'aspect montre mécanique. Et par faire ma culture, c'est quelque chose, j'adore apprendre des choses. Dans le basket, voilà, c'est 24 ans quand même. J'ai commencé le basket à 4 ans, j'ai été très 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 dans le basket. On va dire que ma culture basket, elle est pas mal. Que ce soit sur des championnats français, des petites équipes de Pro B ou... On va faire des quiz. Ouais, on pourrait, mais même si ça s'est calmé un petit peu. Mais bon, on va dire que je parle toujours basket, j'adore ça. Je regarde, en fait, mon fil d'actualité, j'ai pas de réseaux sociaux, mais mon fil d'actualité YouTube, mes recommandations, c'est basket et montre, quoi, maintenant. Et Formule 1 quand il y a les Grands Prix. Donc forcément, je me dis, le plaisir que je prends à apprendre sur les montres, j'ai envie que ça... Si en fait je peux prendre du plaisir sans acheter de montre, quel bonheur, quoi. Et puis tu vois qu'avec le temps, en fait, la possession a quelque chose d'accessoire finalement. Quand tu arrives à t'informer sur des montres, il y a des montres que tu trouves belles, que tu vas essayer. Et je sais que c'est avec Julien de Remontre, avec qui j'en avais parlé. Et lui, il est vraiment au bout du truc là-dessus. C'est très intéressant. Dis-moi, je vois, j'essaye, et ça suffit à mon bonheur, en fait. J'ai pas besoin d'en posséder tant que ça. C'est marrant, c'est intéressant. C'est cool, ça. Et donc il en a quelques-unes. Mais il est jamais dans la frustration de la prochaine, en fait. Tu vois, il est très montre française, lui. Hein, mais c'est marrant quand même de voir ce côté. Dis-moi, j'essaye, je veux voir un truc et ça suffit à me faire plaisir. Je l'ai essayé. C'est comme si je l'avais possédé un instant et ça va, je le repose, tout va bien. Tu vois. C'est super. C'est cool, hein. C'est pas mal pour portefeuille. Non, franchement, ça montre que c'est juste une personne qui aime l'objet, qui s'intéresse au... qui s'intéresse à l'objet vraiment, de façon désintéressée justement, dans le mauvais sens du terme. C'est un objet, et encore une fois, comme tu dis, ce que tu as aujourd'hui, ça se trouve il y a de grandes chances que dans X années, l'immense majorité est tournée, quoi, déjà. Complètement. C'est quasiment sûr. Là, franchement, je dis, il n'y a aucune montre où là, ici, celles qui sont présentes là, je mets la gégère un peu à part, où je me dis pas... tant pis, quoi. Enfin, si demain elle me plaît plus, tant que j'en tire, Tant que tu récupères ta somme, mise, voilà, exactement. Allez, on va dire que là-dedans, il y en a peut-être 2 où je pourrais le faire, d'autres il y aura sûrement peut-être des décotes. Mais c'est sûr que le plaisir juste d'apprendre et d'avoir l'impression d'être dans un monde où il y a des gens comme toi qui sont depuis des années dedans, qui continuent d'être passionnés et qui ont plein de choses à m'apprendre, parce qu'en fait c'est en discutant aussi avec des gens qui sont dans l'horlogerie que tu apprends des trucs. Bien sûr. Le mec parle d'une référence, t'es là, tu connais pas. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir taper vite fait sur Internet. Tu sais que souvent, quand tu m'entendais parler de référence, tu vous disais. Parce que toi, tu parles beaucoup en référence. Hein. et c'est vrai que moi, après, quand tu parles d'une référence, je vais regarder tout ça. Tu fais pause sur le podcast. Ouais, exactement, parce que je peux pas faire 2 choses en même temps. Sinon, je vais rater le reste. Mais et du coup, moi, je me dis, ah oui, d'accord, c'est celle qui a ça, machin. Enfin, c'est pour me mettre un visuel sur le truc, et ça, c'est trop cool. Et donc, d'arriver à un tel niveau de connaissance où toi, tu parles en référence, c'est dingue, je trouve. Parce que tu parles vraiment avec... C'est-à-dire, si demain, tu donnes une référence à quelqu'un dans la rue et qui te répond, tu sais que le mec, il est, mais je sais, quand il est dans le game, quoi. Quand on avait fait l'épisode avec un ami, avec Antonio, c'était un épisode il y a 1 an à peu près, et qui est un collectionneur aussi qui parle beaucoup en référence. Et je lui ai dit avant l'épisode, on n'a pas que des gens hyper geeks. J'ai fait, donc on va pas parler qu'en référence, sinon les gens vont rien comprendre. Oui. Il faut aussi le rendre accessible, le podcast, c'est clair. Si tu veux faire rentrer du monde, parce que nous, nos conversations tous les deux, chaque fois, il y a nos épouses ou sa femme qui est là et elle dit, mais qu'est-ce que vous racontez, quoi. Et elle nous entend, on parle que rêve. Et elle comprend rien, elle me dit, mais qu'est-ce que vous racontez, quoi. Donc c'est assez drôle. Mais voilà, donc on essaie de vulgariser le truc. Demain, tu as 2000 €, tu prends quoi?
C'est le budget en plus qui te... c'est le budget où il y a le plus de choses. C'est un beau budget. Te dire, c'est un très beau budget. T'as 2000 balles, mais t'es pas obligé de prendre qu'un truc. Tu sais que si tu me disais demain t'as 5000, tu prends quoi? Je prendrais moins de plaisir à te dire. Tu prendrais 3 trucs à 1500 euros. Voilà, ce serait plus ça, exactement. Non, mais je pense que mon cœur balance. Peut-être pour Serica, la 6190. Je la trouve vraiment exceptionnelle, mais je me dis que j'ai 2 fils. Ah, mais je peux te dire un truc. Tu prends la Serica, la Baltique, tu la dégages direct. Pas tout de suite alors. Laisse-moi en profiter un petit peu. C'est une très belle montre, attention. Je sais que c'est 2 montres totalement différentes. Et encore une fois, les goûts et les couleurs. Mais je trouve que moi, j'aime beaucoup la Serica quand même, franchement. Je l'ai vu un peu après, surtout qu'il n'y a pas une différence de prix non plus colossale. Il y a 50% de plus quand même. Ouais. C'est sûr, mais ça reste quand même. Oui, mais je dis volontairement parce qu'on est sur des petits prix, entre guillemets. Oui. Mais je te dis volontairement, c'est quand même 50% un petit de peu plus. Un petit peu. Si c'était un 0 de plus, ce serait une montre à 6 000, une montre à 10 000 quand même. Ouais. Donc, c'est sûr. Vu comme ça. Bah oui. non, mais je suis totalement d'accord. Donc, Serica, c'est vraiment une marque que je vais beaucoup suivre. J'adore Nevada. Ouais. Et sinon, Nevada, ce qu'ils font, non, mais là, ça me rend dingue. Laisse tomber. Je trouve ça incroyable. Puis l'histoire de Nevada Grand Chain, je trouve ça fou. Il n'est pas impossible que je la fasse, l'histoire de Nevada. Ouais, je pense que ça vaut le détour. Il n'est pas impossible du tout. Ça vaut le détour. Ouais, franchement. Donc voilà, pour moi, j'ai une petite vintage Nevada qui me va très bien. Je suis très content. Ouais. Mais Zin, je sais pas comment on prononce. Alors, on dit Zin, et moi, je t'avoue que je dis toujours Zin quand même. Bon, écoute, on s'accorde sur Zin. Ouais. À la française. Ouais. Honnêtement, je trouve ça fou aussi ce qu'il y a. Ouais, c'est incroyable. J'en ai acheté il y a très longtemps. Et c'est des montres, mais il se dégage un truc en fait. C'est des montres en fait techniques. Ouais. Les mouvements sont pas dingues parce que c'est du modifié, c'est du d'état, ce que tu veux, mais par contre, elles sont extrêmement techniques. Enfin, vraiment, avec la petite capsule, tu sais, d'argon, avec certaines qui sont dans les bains d'huile. Enfin, et t'as surtout un niveau de précision sur la qualité d'exécution. Enfin, c'est allemand, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est tout. C'est intéressant quand tu apprends les montres. Ouais. En fait, il y a un moment où je pense que je suis au le moment pays aussi est où je commence à regarder l'Allemagne aussi. Ouais. Tu vois, et je me dis, ouais. parce que j'ai regardé des trucs aussi sur l'Angleterre à l'époque avec Smith et tout. Je me dis, c'est dingue, j'aimerais bien une Smith vintage et tout. Et là, en fait, je suis en train de bifurquer un peu côté allemand. Et pour moi, ce qui me parle le plus, ce serait peut-être Zin. Et par exemple, je sais pas si tu vois la 1736, qui est une montre un peu classique. Oui. Je suis moins sur les dresses chez Zin, moi. Alors voilà, moi je suis très 103 et compagnie, quoi. Tu vois, ouais, d'accord, je vois. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des chronographes qui sont à mourir et tout ça. J'ai pas trop regardé les diamètres, je t'avoue, donc il faudrait que je me renseigne plus là-dessus. C'est autour de 40. Voilà, c'est un peu épais souvent. Mais par contre, c'est vraiment des super montres, quoi. C'est incroyable. Alors Field, mais qui sont chers maintenant. 556, oui, c'est ça exactement. Elle est magnifique. Sublime. Donc pareil, il fait concurrence, je trouve, à la 6190. C'est un peu le même type de... Nomos, tu t'intéresses? Nomos, j'ai regardé. Qu'est-ce que c'est beau. C'est épuré, c'est hyper élégant. C'est encore une fois les bons diamètres. Il n'y a jamais de faute de goût. Même les accords de couleurs sont bons. Les textures... Alors, en Allemagne et dans tous ces coins-là, en fait, c'est toujours des textures un peu grainées, tu vois, des cadrans. Cadran blanc grainé, c'est ça, souvent. Putain, c'est beau. C'est trop beau. Ça, c'est ce qui fait tout le charme, je trouve, de la montre. Un peu. Je dirais pas que c'est neige, quoi, mais il y a un côté un peu brut qui est magnifique. Ouais, je suis d'accord. Donc, tu regarderais chez Nevada, tu regarderais chez Serica, chez Zin. Ça serait un peu là. Peut-être Nomos éventuellement. Ouais, complètement. Ce serait là où je m'y retrouverais le plus. Après, je pense que ce sera pas dans cette gamme de prix là, mais j'attends de voir ce que Universal deviendra avec. On en a un petit peu parlé, mais les gammes de prix, je pense qu'elles vont être différentes. Ça dépendra des mouvements. C'est bien, t'as le temps de réfléchir comme ça. Oui, ce sera pas cette année qu'il y aura quelque chose. Bien sûr que non. Dans le meilleur des cas, ils vont nous faire un petit Watches and Wonders 2025. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr. On est patient, mais bon, j'imagine que ce sera plus sur du vintage que je me tournerai sur des compacts, par exemple, qui sont sublimissimes. La très compacte avec face de lune, par exemple, un truc. La Clapton, enfin, c'est qu'avec 2000, t'es un peu short pour en avoir une bonne, mais. Carrément, Ah bah oui. C'est plus que short. C'est dans les choses que j'aime, quoi. Voilà. Là, t'es plus que short, Complètement. C'est des belles pistes, mais tu restes sur des.
un, sur du récent, comme tu disais, fidèle à ce que tu disais, et deux, sur des marques un peu niche, quoi, un peu deep, quoi. C'est ça, c'est ce que tu découvres avec le temps, c'est que tu as l'impression de te différencier un petit peu, tout seul, hein, bien sûr, franchement, je le fais pas par rapport à d'autres, mais c'est juste, en ayant Hamilton, j'ai pas l'impression de me différencier. Ça. En regardant Rolex du Baltic, en Rolex, exactement, en ayant du King Seiko, j'ai l'impression de me différencier, tout ça, et donc je me dis, c'est ça que je veux faire, c'est d'aller creuser pour me dire, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée et qui vont faire la même chose. T'imagines le jour où tu vas vendre ta Rolex, le nombre de petits trucs cool que tu vas pouvoir t'acheter? J'y ai pensé, ça sera peut-être parce pas qu'aujourd'hui, une OP comme ça, t'es à quoi? T'es à 6? Ouais, 6, hein, je pense, 6-5. C'est ça, hein, à peu près 6, autour de 6. Ouais. L'état est très bon, donc... alors on va dire, plus cadran bleu, c'est quand même, voilà. Ouais. Tu vas être au 6,5, on va dire. Ouais. Si tu peux avoir des trucs à 6,5. Tu peux avoir 4 trucs d'éther, quoi. Ouais. Tu peux partir en belles vacances aussi. Tu fais des belles vacances. C'est ça. Et tu fais 2-3 belles pièces. Putain. C'est pas mal. C'est trippant, hein, quand même. Hein. C'est mieux, hein. C'est mieux. Putain, demain, les sur chronomètre. Il y a déjà l'annonce qui est prête. Hein. T'imagines? Non, mais c'est... 3 trucs un peu vénères. Ouais. Parce que là, de ce qu'on a cité, on est dans les budgets, hein, je te signale. Hein. Ah oui, complètement. Tu prends une Nevada Antarctique ou F-77, tu prends une Homos ou même une Cine comme ça, et tu prends tout ce que tu as dit. Ouais. Et une petite vintage pour compléter le tout. À 4,5, t'es bon. Hein. Il te reste 2000 balles. Tu te fais un petit voyage pour remercier ton épouse de t'avoir offert la GGR. T'es en train de me convaincre. En plus, t'es en train de passer pour un putain de gentleman. Regarde ce que je fais pour toi. Mais je t'accompagne. Mais en plus, et tu marques le coup en prenant une montre avant qui va t'accompagner lors du voyage qui va sceller votre amour. Putain, c'est beau ce que je dis. Ah, bah là, je t'ai vendu le truc. C'est commercial, là. Hein, T'as vu ça? Ouais. C'était en bas à droite. Ouais. C'est exactement. Je me suis fait piéger là. Non, mais c'est cool, franchement. C'est des options qui sont claires. Parce que voilà, on a parlé en tout début, je suis allé très vite. Franchement, j'ai rien contre cette. Je la trouve exceptionnelle, cette montre. Elle est incroyable. Mais elle n'est pas proportionnelle au plaisir. Après, j'adore l'OP. Franchement, l'OP, c'est une montre que j'aime beaucoup, hein, sincèrement. Je l'aime plus que la Datejust. Ouais. Alors que la Datejust, c'est cette génération, je l'aime bien en plus. Elle est vraiment sympa. Cette génération, j'aime beaucoup. En 369 comme ça et tout, elle est vraiment sympa. Elle a un côté explo. Un petit côté explo, sans l'aiguille Mercedes, c'est cool, quoi. J'aime bien. Le meilleur des deux mondes. C'est une Datejust qui a copulé avec une explo, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu. Non, mais c'est un peu ça, c'est clair. C'est clair. Non, mais la réflexion, elle peut clairement rentrer. Je crois que j'ai mis la graine là. Non, mais je l'avais déjà. Ouais, mais je pense que j'ai arrosé. Mais clairement, tu confirmes ce que je pense déjà qui est possible. Après, je peux ne pas le faire, plaisir. Mais c'est ça. Mais après, je me dis, peut-être que l'idéal serait de continuer d'en avoir une par an, tu vois, d'y aller très lentement. Ouais, mais c'est un délire, ça. Après, tu sortiras de ça. Ouais, tu crois? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ouais, une par an, c'est que quoi? Et à la fin, tu veux l'écrire sur le 2040. marbre 2040. Non, mais sans déconner, ça sert à rien. Ah, c'est sûr. C'est vil. Ouais. Tu vois? Ça sert à rien. Ouais. Ça, c'est un délire. C'est histoire de se modérer, quoi. Ouais, c'est ça, t'as pas la trentaine encore. Après, c'est la crise. Non, mais je suis complètement ça dans le truc un peu plus niche. Alors, il y a une montre qui est plutôt dans un autre budget, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai adoré, c'est la Black Bay 54 en 37. Bracelet caoutchouc, j'ai trouvé ça ouf. C'est une très belle montre. Ils l'ont réduit à la perfection, 37, pour une montre de plongée, j'ai trouvé ça dingue. Mais encore une fois, je trouve que ça... J'adore Tudor aussi, ça fait partie du même truc, c'est robuste, c'est beau. Mais... C'est cool, moi j'en ai, je les aime beaucoup. C'est quoi, des bébés aussi? J'ai BB 58, la 58 en 39 et la BB Pro. Ok. C'est deux montres que j'adore, ces montres. Sympa. C'est vraiment cool. Et la BB Pro, elle est incroyable, franchement. Je crois qu'elle est plébiscitée. Non, mais elle est folle, cette montre. Et en plus, le fait qu'elle soit épaisse, moi j'aime bien en fait. Ça lui donne un côté testo, tu vois. Et... Tu sens qu'elle va pas t'abandonner dans le truc. Non, mais voilà, tu sens qu'elle est un peu énervée. Tu sens qu'elle est là, quoi. Tu vois. Alors qu'une Explo 2, elle est un peu fine, un Rolex, etc. Mais c'est vraiment, franchement, il faut que tu... Non, mais il faut... C'est très chouette, mais c'est un peu mainstream, quoi. C'est un peu ce que je reproche. Et ben, c'est exactement la réflexion que je me fais de plus en plus. Je me dis... c'est un peu tu la vois partout. C'est bien, par contre, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Ah oui, c'est ça. Mais tu la vois partout. Donc quand tu vas quelque part, tu portes ta BB58, t'as plein de gens. Après, le but c'est pas d'être le unique, mais c'est d'avoir des choses qui reflètent ta personnalité. Or, on est, si tu veux, moi je fais toujours le parallèle avec la musique en fait, quoi. Toi, t'as l'air un peu deep en musique, t'aimes bien les trucs et tout ça. Si ta musique préférée c'était le tube que t'entends sur Énergie du matin au soir, qui est un très bon tube, mais qui est une chanson incroyable, ça se trouve.
tu te dis, on dit c'est quoi ta chanson préférée? Bah écoute, moi c'est, tu vois, c'est Happy quoi. Ouais. Tu vois. Voilà. Voilà. Jamais entendu. Mais tu vois, Happy, c'est la B58, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. C'est une super chanson. Pharrell Williams, machin, incroyable ce qu'il a fait, nanana. Mais putain, tout le monde aime Happy, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Je dis ça, pourtant j'en ai une. Hein. Ouais. Et pourtant, quand je la vois, à chaque fois, je dis, quelle putain de montre. Ouais. Mais voilà, il y a ce petit truc, moi, qui fait que dans un coin de la tête, je me dis toujours, qu'est-ce que t'en fais de cette montre? Ouais. Tu vois. Ouais. Si tu recherches une montre de plongée, peut-être que tu vas te pencher justement sur peut-être une Vulcain. Enfin, je sais pas, mais peut-être que tu vas t'intéresser à ça, qui sont d'autres budgets, mais qui sont. J'ai moins ça avec la BB Pro, qui est un petit peu plus à part quand même. Enfin, il y a moins de monde qui l'a eu cette montre quand même. C'est une montre un peu plus. Puis en plus, elle a clivé relativement, tu vois. Il y a vraiment ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Mais voilà. T'avais une montre un peu la montre de la honte ou pas alors? Ah, la montre de la honte. Deux montres de la honte de la même marque. Alors bon, la marque, personne ne connaît. C'était en fait avant que je rencontre ce fameux camarade de fac, Loris, avec qui je découvre l'existence de Lib, quoi. Ça, c'était tout début fac. Je voulais une montre et tout, et j'avais déjà une montre un peu noire, moche, etc. Et donc je m'étais renseigné Internet, mais très mal. Et j'étais tombé sur, forcément étudiant, pas beaucoup de moyens non plus, hein, donc j'allais pas mettre beaucoup dans une montre. Et j'ai tombé sur une marque qui s'appelait Bonvier. Alors à cette époque-là, j'avais Instagram. C'est un nom de marque qui a été inventé par l'IA, non? On est franchement, c'était avant-gardiste en tout cas pour l'IA, mais c'est vraiment une marque que je suis tombé. Ils faisaient des belles photos Instagram, machin. À l'époque, j'avais Instagram. Enfin à l'époque, je parle comme si à ce moment-là, j'avais Instagram. Et donc ils avaient une montre. C'était des montres assez classiques qui avaient un joli design. En tout cas, il y avait des très belles photos qui étaient prises, tout ça. Montre à quartz, tout ça. Et il y en avait une qui était face de lune. Avec un fond bleu, tout ça, je crois, elle était en 40, elle était vachement grosse en plus. Et donc j'avais acheté ces deux montres-là. Et je me rappelle, dès que j'avais reçu la face de lune, j'avais l'impression que j'étais un gamin, quoi. Et je disais à mes potes, je peux te dire quand il y a la prochaine. Tu vois, c'est la lune et tout. Et à chaque fois, ils me demandaient, ils me disaient, du coup, c'est quand la prochaine? Et puis c'était jamais réglé, c'est pas fiable. Alors que c'est du quartz, mais c'était pas vraiment fiable. Ces premiers cas, je sais plus. Ouais, c'est exactement. Je dis, laisse-moi. Et puis du coup, je vendais le truc en disant, c'est une marque italienne et tout. N'importe quoi. Bonvier en italien, je sais pas comment on dit ça. Bonvier. Je pense que vraiment ils ont bullshité de A à Z. C'est comme Brad Pitt dans Inglourious Basterds, quoi. Tu sais, quand il parle en italien, quoi. Et donc ça a été j'en ai acheté 2, coup pour coup, quoi. Et donc petit budget, hein, bien sûr, c'était pas grand chose. 150 balles. Les deux, je pense. Hein. Une à 100, une à 80, un truc comme ça, je sais plus. Et puis du coup, je les portais et tout. Je les mettais souvent pour le coup, parce que j'avais que ça avant. Je les mettais souvent et tout. Et en fait, là, j'ai vu récemment, du coup, en regardant pour un podcast, en me posant la question, est-ce que j'ai une montre un peu pourrie et tout ça, j'ai vu que des arnaques et tout. Ils m'ont jamais envoyé ma montre. Elle était pétée quand j'ai fait des trucs. Moi, je l'ai eu, elle a super bien fonctionné. Enfin, elle me donnait l'heure normale. Bon, la lune bof. Et donc c'est pas vraiment une shame watch, mais c'est mon entrée un peu dans le truc où je m'étais pas trop intéressé, j'avais pas creusé, c'était pas deep. Mais d'un autre côté, c'est marrant parce que je les ai. Alors pour le coup, il y en a une que j'ai donnée, je sais pas qui. Je crois que j'ai pas les vendre ces montres. Non, je les vends pas. Tu vends pas. Je crois que j'ai donné les deux et je sais même plus à qui. J'ai dû les donner comme ça. Tiens, t'aimes bien les montres toi? Et puis je me dis, elle vend bien, elle donne l'heure et tout, parce que je voulais vraiment me débarrasser. Donc voilà, c'est pas vraiment des shame watch. Et puis sinon, je dirais dans les montres que je kiffe, mais que pour le moment j'achète pas. T'assumes pas. Et pourtant c'est assumé par tous les collectionneurs, je pense. C'est les Casio, les petites G-Shock. J'adore. Je trouve ça beau et tout. Trop bien, mais l'analogique et tout, pour le moment, je me dis allez non, pas tout de suite. Mais c'est pas vraiment du shame, c'est plutôt du allez, je reste sur le mécanique pour le moment. Alors que je sais très bien qu'un jour, pas 50 balles franchement. Les G-Shock et tout, c'est à part quoi. Non, G-Shock, c'est vraiment. Là, on est vraiment sur des trucs tellement résistants, tellement rapport qualité-prix. Tellement bien fait, tellement résistant, tellement. Rien à dire. C'est complètement à part. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça, je sais que c'est très collectionneur. Il y en a beaucoup qui ont tous une petite G-Shock. Des collectionneurs vénères de G-Shock. Des mecs qui sont vraiment chauds. D'ailleurs, un mec de Parle en montre, je crois. Il me disait qu'il était très G-Shock. Voilà, exactement. Il est très. C'est marrant. Très chaud là-dessus. Mais c'est pour ça que je me dis que c'est pas du tout shame parce que c'est une montre de collectionneur. Mais pour le moment, je me reste dans ce truc. Je suis un peu buté en mode non, pas tout de suite. Mais je sais que. Chaque chose en son temps. Ça viendra. J'adore. Ouais, c'est trop bien. Je les vois sur même des fois Amazon et tout. C'est tellement bien. Il y en a qui sont tellement stylés, il y en a qui sont tellement belles.
toute noire. Les montres de noire. marée, les trucs aussi comme ça. Ah ouais, c'est très beau. Tellement stylé, ça. Ils sont bons. Franchement, ils sont super bons. Ah ouais. Casio, c'est rien à dire. On a fait un bon tour là déjà, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Mais en tout cas, des jolies pièces, c'est vraiment cool. Merci. C'est ça que j'ai trouvé vraiment bien dans ta collection, c'est que t'as essuyé des plâtres et puis t'as évolué, et puis maintenant t'es sur des trucs un peu plus deep. Tu sens, t'es assez mature quand même, je trouve, sur le truc maintenant. D'accord. T'as quand même vite, au début t'étais un petit peu à la ramasse. Et puis très loin. Voilà, et puis t'as vite, t'es passé à des étapes. Et maintenant, non, c'est bien. Je trouve que t'es hyper lucide sur des trucs, sur le côté, je vais pas forcément garder, j'en suis conscient. Parce que souvent, quand on est à ce stade-là, on est encore dans l'illusion, tu sais, on est bercé d'illusion en train de se dire, non, mais attends, celle-là, je l'ai mise pour quand j'ai fait ma demande en mariage, ou je sais pas quoi, ou quand je suis parti au Brésil, machin. Puis en fait, tu te rends compte que. Non. Tu l'emporteras pas au paradis, quoi. Ouais, non, mais ça reste vraiment un objet, quoi. Je suis pas même du si tout c'est matérialiste. cool, non, mais c'est un plaisir fou, quoi. Bien sûr, mais comme tu peux aimer des fringues, comme tu peux aimer des voitures, ce que tu veux, quoi. Des sneakers, des machins, ce que tu veux, quoi. Exactement. Donc ça te procure l'émotion, c'est ça. Acheter une émotion, acheter une expérience de vie. Avec tes voyages, c'est ce que tu fais. Voilà, donc ça, c'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui te fait évoluer, toi, au quotidien ? Je dirais mon équilibre. Voilà. Équilibre familial, amical, travail et puis amoureux, bien sûr. Ouais. N'oublie pas parce que c'est. Non, je dirais. C'est fendu d'une gégère quand même, tu peux lui dire ça. Ouais. Non, mais là, marquer des points à vie là, clairement. Non, mais c'est de rester simple et de devenir une meilleure personne, continuer d'apprendre, s'enrichir, devenir plus équilibré même dans les émotions, tout ça, grandir, quoi. L'objectif principal. Ouais. Une reco, un livre, un film, un mantra, une citation, une blague, ce que tu veux. Une petite reco série, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. La série The Wire, qui est, je ne sais pas si tu l'as vue, mais je la recommande sans hésiter. C'est une des séries les plus recommandées. Ouais, c'est vraiment, quand je suis tombé dedans, donc c'est mon cousin qui a 4 ans de plus que moi, donc qui est un peu en avance, on va dire, sur. Donc lui, il m'avait apporté à cette époque, quand j'étais plus jeune, il m'avait apporté la culture un peu hip-hop, rap US des années 90, tout ça, donc j'avais découvert plein de. Je pourrais t'en parler de ça. Ouais, non, mais c'est fou. Tu finis à quelle heure? Parce que je suis chaud là-dessus. C'est intéressant. Sur le hip-hop rap US et hip-hop français années 90-2000. Vas-y, si tu veux, tu peux me lancer. Ah ouais, y a de quoi dire. Alors, écoute, faut lancer une nouvelle chaîne. Si t'avais Instagram, tu verrais les sons que je mets à chaque fois. Ah ouais. Ah oui, mais faut lancer une nouvelle chaîne. Alors, tu peux te. Ah non, mais il y a de quoi dire. Les followers sur Instagram le savent en général. Souvent, j'ai des petits messages en disant « Oh putain, t'as ressorti ce son, il est trop bien et tout. » Excellent. J'ai même converti mes filles. Ah bon? Ouais, j'ai l'aînée qui a 16 ans et l'autre qui a 12. Ah, c'est bien. Et elles sont transmettre. Taquées sur le son. Et maintenant, elles sortent les titres et tout. Hein. Ouf. Ah non, elles sont à fond. Oui. Elles sont taquées. Ah oui, que moi, je connais l'album Mobb Deep Infamous, j'ai 3 sons dedans, mais je connais pas tout l'album, quoi. Je les ai. Et vraiment, et parfois, je leur sors des sons en disant « Ah, je me rappelais pas, attends, je vais te faire découvrir ça. » Et elles sont dingues. C'est pète un câble quand je leur fais écouter des trucs comme ça. C'est génial. Et les montres souvent, elles regardent, ça j'aime bien. Ah, mais c'est bien d'avoir un avis aussi un peu comme ça, quelqu'un qui connaît pas du tout. Parce que tout de suite, t'imagines, toi, tu t'es fait plaisir sur un truc et ça, c'est fou. C'est très vrai. Et quelqu'un arrive en mode, c'est moche. C'est très vrai. J'aime bien. Et pour ça, j'aime bien leur demander parfois quand j'ai un nouveau truc en disant, t'en penses quoi? Ouais. C'est intéressant. C'est cool ça. Et avec un œil complètement novice. Vraiment, ça c'est cool. C'est ce que je fais un peu avec mes potes. Bon, après, je suis pas là à étaler mes trucs. Avec ta femme aussi, tu vas faire. Moi, je le fais avec ma femme. Ouais, elle est tout le temps en train de dire que c'est moche. Non. Franchement, elle a super goût. Elle est plus axée vintage. Puis c'est super sympa parce qu'elle s'intéresse pour le coup. Elle pose quand même des petites questions et tout. Puis elle voit que moi, je regarde beaucoup de trucs de monde, tout ça. Et je suis un peu dans mon petit monde, quoi, là-dessus. Et c'est toujours cool d'avoir un autre avis. J'adore. Moi, j'adore. Et parfois, on est déçus parce que le nombre de fois où je suis arrivé avec une montre, je fais attends, celle-là. Elle fait mais tu l'as déjà celle-là, non? Alors ça, c'est la phrase qui tue. Ah purée. Tu l'as déjà celle-là parce qu'il y a un bracelet en acier. Ouais, parce qu'il y a une lunette noire, tu vois un truc. Tu vois par exemple la Paul Router, elle l'adore. Ça c'est un truc. La Paul Router, elle me dit mais ça tu. Commande pas les miens. Elle m'a carrément dit mais ça tu ne la vends pas celle-là. Je suis d'accord. Non mais surtout s'il patine comme ça à la perfection, tu touches pas là. Elle me dit ça tu vends pas ça. Elle me dit. Donc c'est marrant. Petit attrait vintage quand même aussi. Ouais. Justement côté son, on met quoi alors? Pour annoncer l'épisode, tu sais que généralement j'aime bien annoncer en story l'épisode et je me suis mis un son.
de l'invité. Bon, on va sortir du rap. Parce que bon, on pourrait mettre des sons rap français ou US. On va mettre un petit son de Kid Cudi, qui est un artiste que je surkiffe. Si ce n'est mon artiste préféré, The Prayer. Et tu sais que Kid Cudi, c'est marrant. J'étais avec mon épouse dans sa voiture hier soir et il y avait du Kid Cudi qui passait. Ouf, le dernier album? Non, qu'elle avait elle, qu'elle passait dans la voiture. Je sais pas quel titre, mais excellent. C'est marrant. Mais c'est un artiste de fou. Bah grave. Il a démocratisé, enfin pas démocratisé, mais ça a été un premier un peu issu de la culture hip-hop, rap, à parler de sujets très deep, très dark. Et il a eu une statue qui a été éphémère pendant 2 semaines à Bourse, à Paris, pour la sortie de son dernier album. D'accord. Un énorme truc. Énorme, cool. Trop cool. Donc The Prayer, qui est une de ses, on va dire, plus connues et qui est assez deep. Et on passera The Prayer de Kid Cudi. Super, ça me fait plaisir. Comme ça, on annoncera ça, on verra la réaction de tous les auditeurs par rapport à ça. Écoute, vraiment, merci Alexis, c'était très cool. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer et que surtout tu sois ouvert à ce que les auditeurs viennent. Et je le fais de plus en plus parce que, comme je l'ai dit vraiment au début pour ouvrir, beaucoup me disent, ils aiment beaucoup les formats en général, les questions-réponses, ça plaît beaucoup, les Watches and Friends, ça plaît beaucoup aussi, mais ils disent les auditeurs, c'est bien parce qu'on se reconnaît et ça nous permet aussi de constituer notre chemin à partir du chemin des autres aussi et de voir ce qui a été fait. Complet. Et c'est trop bien. Donc, merci pour ta contribution et à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao Alexis. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Toute foi nouvelle commence par une hérésie. Raymond Aron. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout portez ce que vous aimez. Ciao!